Prenons le cas de la France pour que ça parle à tout le monde. Ce serait vraiment quoi les premières mesures immédiates à mettre en place? La première chose à faire en France, c'est de faire en sorte qu'il y a moins d'État. Après, il y a toutes, pour moi, les libertés qui sont essentielles pour défendre les autres libertés. La liberté d'expression, la liberté de port d'armes et la liberté de se rassembler, s'associer, de se dissocier. Toi, t'étais entre guillemets vacciné de naissance, d'avoir connu l'URSS. Toute ma famille, ils étaient tous exilés en Sibérie, qui sont combattus à la guerre, qui ont vu la famine. Donc en fait, j'étais vacciné contre le socialisme. Et ce que je dis des fois, je m'implique dans des partis libertariens, justement parce que je suis né en URSS et j'ai pas envie de mourir en URSS. Les gens n'ont pas abandonné l'idée comme quoi l'État, c'est quelque chose qui est bien. C'est un peu comme l'anneau du pouvoir. On ne peut pas l'utiliser pour le bien, il sera toujours utilisé pour le mal. Le seul moyen de résoudre le problème, c'est de le jeter dans le volcan, qu'il disparaisse. En Italie, il y a quelqu'un qui a dit moi je vais construire une base sur ancienne truc de pétrole. Okay. Et il va construire une ville et il va dire offshore, c'est ça. Et au début ça allait bien. Et après il a dit ça serait génial de faire un casino dedans, et comme ça il n'y a pas l'État qui se mêle. Et l'État a dit quoi? Il est venu, il a tout bombardé, il a tout rasé. Et ça n'existe plus. Salut Vadim, enchanté. C'est un plaisir de te recevoir chez nous sur notre studio. Tu es président du Parti libertarien. On t'a pas vu dans beaucoup de vidéos. Et là, ça va être l'occasion pour nous de t'avoir sur notre chaîne How to Bitcoin, qui a aussi des prétentions un peu libertariennes et de liberté en général. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir, c'est quoi un peu l'historique du Parti libertarien? Toi, qu'est-ce que tu représentes là-dedans? Et puis ensuite, on va très vite essayer de savoir pour tout notre auditoire qui ne sait pas peut-être qu'est-ce que le libertarianisme, représenter un peu les fondements, les idées qui sous-tendent ce parti. Très bien. Merci beaucoup de me recevoir déjà. C'est super ce que vous faites. Donc, on regarde tous, je pense, ce Parti libertarien quasiment toutes vos vidéos. C'est super intéressant et c'est un grand travail qui est nécessaire. Donc vous et d'autres créateurs qui font du contenu libertarien, il y en a très peu en France. Moi-même, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a longtemps, mais que je n'ai pas pu développer autant, parce que forcément, je suis plus impliqué dans le développement du parti. Mais c'est vrai qu'il faut du contenu libertarien, il faut propager des idées. La politique, c'est bien, mais il y a une guerre culturelle et une guerre des idées qui est essentielle. Et sans ça, bien sûr, il n'y aura pas de victoire politique. Donc ça, c'est super important. Donc je suis effectivement président du Parti libertarien. Donc ça fait 2 fois que j'étais réélu. Le Parti libertarien existe en France depuis 2017. En fait, nous, on fait partie également notre alliance des partis libertariens au niveau international. Donc dans cette alliance-là rentrent les partis libertariens des États-Unis, également le Parti des Mêlés. On travaille notamment avec eux sur la collaboration. Ils nous font des retours d'expérience qui se passent en Argentine. Il y a aussi Parti libertarien de Russie. D'ailleurs, il y en a 2 maintenant. Il y a aussi l'Allemagne, l'Écosse. Donc en fait, c'est un collectif qui permet à des libertariens au niveau international d'échanger et de dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur pays, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Après, il n'y a pas de financement. Parti libertarien, on est complètement indépendant. On existe uniquement sur les cotisations. Donc, il a été créé en 2016 par Guillaume Durval. Mais il y a une historique d'avant. C'était Mouvement des libertariens, qui était Stéphane Giresse, que vous avez reçu plusieurs fois. Je connais bien, ouais. Voilà, donc c'est lui qui, en 2012, créait ce mouvement-là. Et ensuite, lui, il a décidé comme quoi la voie de la politique n'était pas forcément la meilleure des stratégies. Donc lui, il s'est éloigné de la politique. Et les gens qui étaient plus orientés dans une démarche qui n'exclut, on va dire, qui n'exclut pas la politique, ils ont créé le Parti libertarien. Guillaume Durval, en 2017. Donc depuis 2017, on a participé aux plusieurs élections. Donc la première en 2017. Moi, je suis arrivé au parti en 2019, donc un peu plus tard. Et je fais au début juste des actions militantes. Je m'impliquais activement. Ensuite, j'étais élu secrétaire national. Ensuite, président. Ensuite, je démissionnais. Ensuite, j'étais réélu encore une fois. Donc, on a participé aux élections législatives de l'année dernière. On a eu 2 candidats, donc le timing c'était vraiment très court, c'est-à-dire qu'on a eu une semaine top chrono
pour pouvoir trouver des candidats, pouvoir tout préparer. Et il faut dire que les grands partis comme Rassemblement National, Renaissance et les filles, bien sûr, ils ont toute une structure, ils ont des subventions, ils ont plein de ressources humaines aussi qui sont impliquées. Et nous, faire ça en 4 semaines, c'était quelque chose déjà que je pensais pas qu'on allait arriver. Donc on a réussi à avoir 2 candidats et l'objectif d'aller aux élections. Donc il y a plusieurs. D'ailleurs, la première, c'est déjà faire propager des idées libertariennes. Parce qu'évidemment, la politique, une élection, c'est une tribune. On peut dire, voici nos valeurs, voici ce qu'on défend, et voici une alternative à ce qui existe en France sur la politique. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïfdine Ammous, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo. Rentrons dedans direct. Genre, c'est quoi ces idées, du coup? En réalité, le libertarianisme, c'est assez simple. C'est pas une théorie qui est complexe. En fait, c'est plus une théorie juridique que politique. Parce qu'en fait, ça dit quoi? Ça dit globalement comme quoi notre corps nous appartient. On a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit à avoir la propriété privée. Donc, à partir du moment qu'on a échangé, on a créé quelque chose, nous-mêmes, ça nous appartient. Et ensuite, le dernier, c'est les responsabilités, parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc, il y a aussi la partie liberté de se défendre. Donc, le principe de non-agression, qui est fondamental. Donc, en connaissant ces trois axes-là, déjà, vous avez compris c'est quoi la théorie libertarienne. Tout le reste, il y a plein de livres qui sont écrits sur le sujet, mais ça explique globalement comment ça s'applique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique au niveau d'écologie, d'immigration, éducation, etc. Donc, c'est quelque chose qui permet tout simplement d'expliquer, d'aller plus loin pour comprendre ces principes-là et qu'est-ce que ça implique. Mais en réalité, théorie libertarienne, c'est très simple. Moi, j'avais juste une question par rapport à toi avant qu'on plonge dans ce sujet. Oui. Peut-être juste nous dire en 2-3 phrases qui tu étais avant d'être le président du Parti libertarien, parce que je suppose que ça tombe pas du ciel, et d'où nous vient cet accent aussi. Ouais. Parce qu'on se posait la question. Du coup, je suis né en Russie, donc une URSS. Un pays bien communiste, qui est bien connu là-dessus. Oui, donc t'as connu l'URSS, quoi. Je suis né là-bas, et 3 ans plus tard, c'était le crash. Donc, j'ai vécu les années 90 en Russie, et ma famille a décidé de déménager, donc on est venu en France 2001. Et donc, c'est ici à 13 ans, je suis arrivé en France, j'ai appris le français, j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans la gestion de projet, j'étais entrepreneur, commercial, et là maintenant je suis dans le conseil en gestion de projet. Et par curiosité, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as commencé avec des idées socialistes? Parce qu'on l'observe souvent avec les gens avec qui on discute, c'est qu'on commence souvent socialiste et on finit par devenir libéral, ou toi, tu étais entre guillemets vacciné de naissance d'avoir connu l'URSS, ou est-ce que tu as toujours été libéral? J'étais plus tendance libérale quand j'étais jeune au lycée. Ok. Donc, j'étais pas encore libertarien. Donc, moi, c'était plutôt libéral, vers libertarien. Et effectivement, toute ma famille, ils étaient tous exilés en Sibérie. Donc, pour différentes raisons, ils étaient tous envoyés en Sibérie. J'ai des gens de ma famille qui sont combattus à la guerre, qui ont vu la famine qui se représentait. Et donc, en fait, j'étais vacciné contre le socialisme. Et ce que je dis des fois, je m'applique dans le parti libertarien, justement parce que je suis né en URSS et j'ai pas envie de mourir en URSS.
Ça me fait beaucoup penser au parcours de Ayn Rand, qui elle aussi, il me semble, elle était née à Saint-Pétersbourg dans les années 20, un truc dans le genre, et puis elle a émigré aux États-Unis vers 16-17 ans, un truc dans le genre. Elle a quitté toute sa famille et elle, c'était pareil. Elle s'est dit, en arrivant là-bas, je veux vivre le vrai rêve américain, et elle s'est rendue compte qu'en fait, le pays était déjà gangréné par les idées socialistes. Déjà à l'époque, oui, mais et encore. Et pourtant, on va dire, ça allait à l'époque. Ouais. Et est-ce que toi, donc c'est ton même, c'est ce qui t'anime aujourd'hui aussi, c'est de se dire, je veux pas avoir la même chose qu'en Russie, qui arrive aussi en France avec l'arrivée de l'URSS, ou est-ce qu'on est déjà quasiment au même niveau que la Russie ? Non, on n'est pas en Russie. Hein. Ça veut dire que je vois ce qui se passe en Russie. D'ailleurs, en Russie, c'est très intéressant. Ayn Rand était d'origine russe, donc il était russe de base. Il y a aussi d'autres penseurs libertariens, par exemple Ludwig von Mises. Il était né à Lviv, donc il est né en Ukraine. Rothbard, lui, est des origines russes et polonaises. Donc en fait, il y a plein de libertariens qui sont arrivés, qui ont vu l'horreur que ça représente du communisme. Et ils se sont dit, ben non, jamais ça. Il y a aussi, qui est pas un penseur libertarien forcément, mais Solzhenitsyn. Ouais, exactement. Qui pour lui, alors lui pour le coup, il a connu l'enfer du goulag. C'est même, c'est celui qui a vraiment eu un retour d'expérience. Mais vas-y, je t'ai coupé. Voilà, si vous lisez Archipel Goulag, donc son livre, c'est super dur à lire. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que c'est lourd, parce qu'on voit ce qui se passe. Mais quand on a lu ça, je comprends pas comment on peut croire à des idées socialistes ou étatistes, parce que socialisme, moi je mets là-dedans tous les socialismes, national socialisme et international socialisme. Ça va des pairs. Donc oui, effectivement, moi j'étais vacciné de base, donc moi j'étais plutôt tendance libérale. Ensuite, par beaucoup de lectures, je lisais des livres du coup en russe parce que j'étais au libre accès. En France déjà à l'époque, c'était compliqué d'obtenir des livres sur le libertarianisme. Donc en Russie, vu qu'il y a cette culture-là de base qui rejette le communisme, il y a beaucoup de livres qui étaient traduits en libre accès. Donc moi j'ai lu ça et j'ai vu aussi un mouvement libertarien en Russie qui se propageait. C'était c'était je pense les plus grands partis de l'Europe qui ont organisé des manifestations à 60 000 personnes en Russie de Poutine avant la guerre, mais c'était quand même Russie de Poutine. Je me suis dit mais qu'est-ce que nous on fait en France ? Si nous on fait rien en France, bah évidemment on observe la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de l'État dans l'économie, mais également aussi dans la vie personnelle des gens. Mais si on fait rien, bien sûr que le mal va gagner. Donc il faut agir. Et juste avant d'arriver au présent, t'as eu des histoires, j'imagine, de ta famille, comment c'était sous l'URSS. Est-ce qu'il s'est passé des choses mon arrière-grand-père, parce que je connais bien mes origines là-dessus, lui, en rentrant de la guerre, il était donc il était mis comme un peu comme manager de kolkhoz, et il était obligé d'aller faire travailler des gens. Les kolkhozes, c'était les... C'est comme des paysans, sorte de coopératives collectivistes. Collectiviste, exactement. Et du coup, lui était dans l'obligation de faire travailler des gens. Donc, il allait chez des gens, et les gens, ils étaient morts de faim, et ils n'arrivaient pas à se lever. Donc, lui, il a dit, je m'en vais. Donc, il est parti, il a quitté son poste, il a pu faire autre chose. Avant de lui, mes ancêtres étaient des koulaks. Les koulaks, ce sont des paysans riches, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient au Sibérie, qui ont travaillé la terre, qui sont devenus riches grâce à la terre, grâce à leur travail. Donc, ils avaient aussi des ouvriers, agricoles. Et quand le communisme est arrivé, on les a mis donc leur maison et toutes les richesses qu'ils ont pu acquérir avec la dure labeur, on les a mis dehors et ils étaient obligés de vivre dans un trou creusé dans la terre. Donc dans ma famille, il n'y a jamais personne qui a apprécié le communisme. Ma mère n'a jamais été pionnière alors que c'était obligatoire à l'époque. Ma mère, par exemple, elle n'est pas libertarienne. Je n'ai lu aucun livre sur le libertarianisme, mais elle dit que l'État, c'est le mafia. Et que l'impôt, c'est du vol. Donc, moi, j'ai besoin de rien expliquer. Elle connaît déjà tout sur les sujets. C'est plutôt elle qui m'a transmis peut-être sa vision des choses aussi. Ok. Donc, en fait, à l'époque, la Sibérie, c'était un peu l'endroit d'exil où on pouvait un peu se cacher du communisme. Ça dépend de l'époque. En Russie, l'Empire russe, effectivement, il y a des gens qui allaient fuir là-bas. Et donc, il y avait droit de serre à l'époque en l'Empire russe. Donc, on était obligé de rester sur un seul endroit. Et donc, des paysans, ils appartenaient à un noble.
Et le seul moyen de fuite, c'était partir en Sibérie, et c'était un peu plus de liberté là-bas. Et après, le droit de serre était aboli en URSS dans les années 1970. C'est-à-dire que jusqu'à les années 1970, les paysans russes n'avaient pas de passeport, et donc ils n'avaient pas le droit de sortir de leur village. Ok. Et actuellement, je ne sais pas si tu es un peu renseigné sur le sujet, mais nous, c'est vrai que vu d'ici, c'est impossible de se faire un avis tranché parce qu'on a des infos qui sont biaisées, je pense, de toutes parts. Comment tu évaluerais le climat politique et économique en Russie actuellement ? Est-ce que tu considères qu'ils sont plus libéraux que nous, par exemple ? Bien du fait que c'est quand même, en tout cas, ça a l'air d'être une dictature. Comment tu le définirais sur le spectre politique aujourd'hui ? Bah, bien sûr, en fait ce qu'on voit en Russie, on va dire Poutine, avec son régime, il était précurseur de ce qui se passe en Europe. On a bien vu en Russie comment il y a eu des restrictions de liberté. On a dit à un moment donné, les nationalistes, ce sont des méchants. Donc on va taper dessus, on va les restreindre, on va les mettre en prison. Et toutes les forces d'opposition à Poutine, ils ont dit « Ah bah c'est super idée, c'est vrai que c'est des fascistes, c'est pas bien ». Et après, un par un, ils ont tous passé. Donc là en France, on voit comme quoi contre l'extrême droite, on a des comptes, des fois Instagram qui sont supprimés, l'extrême droite, donc il y a l'acharnement là-dessus. Et il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est bien parce que ce sont des méchants. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que demain, c'est eux qui vont recevoir le coup de pelle. Ouais. Donc, à partir du moment qu'il y a l'État sera toujours utilisé pour le mal. Ouais. Donc, celui qui tient le pouvoir, c'est celui qui va utiliser cette force de coercition pour se battre contre ses opposants. Et en Russie, qu'est-ce qui se passe actuellement ? En fait, il y a eu des restrictions de liberté de parole. Bien avant, donc dans les années 2000, Poutine, la première chose qu'il a fait, il a supprimé toutes les chaînes privées de télévision. Donc en France, on a la C8 qui était fermée. Ça commence. Ça, c'est quand même drôle. Hein. Poutine, ce qu'il a mis en place, c'est également aussi l'internet souverain, ce qui s'appelle. Ça veut dire avec la protection des données des citoyens. Donc ça veut dire que les données des citoyens russes doivent rester sur le territoire de la Russie. On a eu le RGPD qui est arrivé plus tard en Europe. On a eu en Russie, ils ont banni Telegram à un moment donné, et maintenant c'est interdit d'avoir Twitter, c'est interdit d'avoir Instagram, c'est interdit d'avoir depuis longtemps LinkedIn. Donc il y a tous les réseaux sociaux qui étaient bannis. Et en France, ce qu'on observe, c'est également aussi Pavel Durov, donc propriétaire de Telegram, qui était mis en prison en disant comme quoi son réseau social est utilisé pour terrorisme, pédophilie. Donc on a mis tout ce qu'on a pu sur lui, en disant comme quoi votre messagerie, il y a des gens pas bien qui l'utilisent, donc vous êtes responsable. Et c'était la même chose en Russie. Donc moi j'observe comme quoi c'est pas aussi profond, c'est pas aussi méchant bien sûr qu'en Russie. Il y a encore possibilité d'agir. Tous les libertariens russes actifs dans le début de la guerre, donc de 2022, avec début de restrictions avec Covid 2022, ils étaient tous poussés à l'exil parce que toute l'action politique, tout activisme est devenu impossible. En France, on a encore ces champs de manœuvre, on peut encore agir, on peut encore faire des choses. Donc c'est pour ça que moi je m'implique, je me dis que si on fait rien maintenant, demain ça serait peut-être plus trop tard. Ok. C'est intéressant. Et peut-être avant de commencer encore en préambule, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire pour notre audience qui connaît pas forcément le sujet, parce que nous, tantôt on parle de libertarianisme, tantôt de Bitcoin, peut-être quels sont les différents types de libertarianisme qui existent dans les grandes lignes, et quel est le type de libertarianisme que le Parti libertarien met en avant ? Comme ça. Et j'aimerais juste ajouter là-dedans, peut-être aussi... souligner que c'est quand même, de ce que j'ai compris moi de mes études, c'est une idée ficelée de cette manière qui est assez nouvelle. Quand on voit les penseurs aujourd'hui qu'on lit par rapport au libertarianisme, on voit ça va rarement plus loin que, je sais pas, Frédéric Hayek, Bastiat, des gens en fait qui sont il y a 200 ans, 300 ans max, où il y a une émergence de ces idées, et peut-être refaire un petit peu l'évolution de cette idée de libertarianisme, ou est-ce que c'est quelque chose avant qui nous paraissait naturel, et d'un coup, comme il y a eu l'extrême opposé, on a commencé à voir les nuances. Comment toi tu vois les choses là-dessus, et comment tu les identifies, tu leur donnes un nom sur ces différentes variantes autour du libertarianisme? Justement, oui, c'est un sujet qui est très intéressant, et c'est vrai que j'ai l'impression quand les gens arrivent, quand ils découvrent le libertarianisme, ils comprennent pas. Ils disent mais tiens, il y en a plein de trucs dedans, c'est un spectre, le libertarianisme. Il y a des anarcapes, il y a des minarchistes, il y a des
agoristes, il y a des panarchistes, il y a plein de tendances en fait dans le libertarianisme, et c'est super intéressant, super riche. Ça veut dire déjà comme quoi il n'y a pas une idée unique. Mais ce que les gens en général ne comprennent, enfin qui ne voient pas forcément, c'est que si vous prenez l'anarchie, quand on ne connaît pas, on ne s'intéresse pas, les idées anarchistes, on se dit comme quoi, voilà, c'est juste anarchie. Si on creuse un petit peu, vous allez vous trouver également la même chose. Donc il y a des anarchistes individualistes, il y a des anarchistes qui sont collectivistes, il y a des anarchistes féministes, il y a des anarchistes... Enfin, il y a plein de niveaux d'anarchisme. Et chez les communistes, c'est pareil. Donc il y a plein d'idées qui sont à l'intérieur d'un mouvement. C'est que les gens découvrent avec le libertarianisme. Effectivement, on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais quand même, il y a des valeurs sur lesquelles on est tous d'accord. Donc, les trois premières, ce que je dis, la propriété privée, souveraineté individuelle et principe de non-agression. Là-dessus, on est en général tous d'accord. Il y a aussi une autre chose sur laquelle on est d'accord, tous les libertariens, c'est que l'État, ce n'est pas une solution, c'est un problème qu'il faut résoudre. À partir du moment que vous avez dit ça, vous devez être libertarien pour moi. Après, effectivement, le libertarianisme, c'est quelque chose qui est assez récent. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Mais en tout cas, moi, je considère comme quoi il y avait des idées libérales qui disaient comme quoi l'État minimal, c'est un mal qui est nécessaire. Mmh. C'est quelque chose qu'il faut avoir, et c'est même bien d'avoir l'État minimal, parce que sinon, on va tous s'entretuer. Il y a aussi des anarchistes qui disaient comme quoi on n'a pas besoin d'État, et qui refusent la propriété privée. Mmh. Et le libertarianisme, c'est quelque chose qui a émergé, pour moi, en mixant les deux. Donc, d'un côté, on rejette l'État. On dit comme quoi l'État, c'est toujours un criminel. De l'autre côté, on dit comme quoi il y a le marché et les propriétés privées qui sont essentielles. Et c'est quelque chose qui est aussi logique dans l'histoire de l'humanité. Les idées changent dans la vie. Le libéralisme, c'était bien il y a 200 ans. Maintenant, on a l'arme nucléaire, on a Internet, on a plein de nouveaux outils. Et un peu comme dans le jeu de civilisation, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Donc, il y a une invention majeure qui arrive et on débloque l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est le libertarianisme, justement. C'est quelque chose qui est nouveau, qui, moi, je date des 1960. Donc, c'est des idées nouvelles, forcément, qui ne sont pas très connues au niveau mondial. Mais ça se propage. C'est-à-dire qu'entre le moment de création des idées communistes et la première mise en pratique, il y a eu quand même plusieurs décennies qui sont passées. Libertarianisme, je ne dirais pas que c'est le communisme, hein, mais en tout cas, c'est la même chose. Les idées, ils apparaissent et ensuite, ça va dans la société, ça se diffuse et ensuite, il y a une structure politique qui change. D'accord. Donc pour toi, aujourd'hui, les idées du libertarianisme les plus abouties, tu les identifierais à qui, par exemple ? Comme penseur et surtout comme forme de libertarianisme, du coup? Moi, c'est bien sûr, c'est Rothbard, c'est un peu le père du libertarianisme. Il y a Hoppe aussi qui est très intéressant. C'est des choses qui sont fondamentales, qui ont très bien écrit et qui ont écrit des choses de manière simple. Bien sûr, il faut déjà avoir accès aux livres. Donc jusqu'à là, ils étaient en anglais. Je sais qu'il y en a qui ont traduit, comme Stéphane qui a traduit en français, et c'est super bien parce que ça donne une base théorique. Ouais. Après, la théorie, ça reste toujours une théorie. C'est-à-dire que nous, on ne vit pas dans la théorie. La théorie nous dit comme quoi, pour faire une table ronde, il faut que qu'est-ce que c'est le rond? La table, dans la vraie vie, ne sera jamais parfaitement ronde. Mais grâce à la théorie, ça nous permet de se dire, on peut se rapprocher au maximum de qu'est-ce que c'est un rond, qu'est-ce que c'est une table ronde. Pareil, le libertarianisme. Donc nous, ce que au Parti libertarien on pousse en avant, c'est de dire comme quoi déjà l'État c'est un problème, et l'objectif c'est de réduire un maximum l'État. On n'est pas dans la démarche abolition de l'État tout de suite, on est plutôt réductionniste, c'est-à-dire que l'État, en France, là, il dépense 56% du PIB. Oui. Ça, c'est l'État qui dépense. Donc, on peut déjà commencer par réduire l'État à un maximum. Donc, on a une démarche réductionniste jusqu'à son minimum, sachant que dans le statut, dans le principe, c'est écrit minimum, c'est 0. Donc, bien sûr, est-ce qu'on va atteindre ça ou est-ce qu'on va réussir ça dans 5 ans? Ça serait impossible, même si on arrive au pouvoir. Je pense pas que ce serait faisable. Par contre, aller dans cette tendance-là et se rapprocher un maximum en réduisant l'État de manière permanente, c'est ce qu'on a besoin. D'accord. Juste une question par curiosité dans ce que tu disais, parce que c'est vrai que c'est assez rare dans les politiques et les intellectuels. Ils prévoient rarement un cas où, si ce qu'ils font fonctionne, eh ben ils disparaissent. En fait, on remarque souvent, par exemple, quand on vote des lois contre les inégalités, ils prévoient jamais un moment où en fait ça va disparaître. On met en place des choses, puis en fait ça reste parce que ça marche pas.
Oui. Et en fait, c'est la preuve par l'exemple que tout ce qu'ils font, en fait, c'est tout le temps des conneries. Et est-ce que vous, par exemple, comme proposition, vous comptez, par exemple, inscrire quelque part, écoutez, si tout ce qu'on fait fonctionne, si ça colle avec notre théorie, à la fin, on est OK pour disparaître, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez mettre en place, ou ça va plutôt se traduire par exemple, un droit de sécession pour dire, bah voilà, par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez faire bande à part? Ça, c'est l'aboutissement, on va dire, des démarches libertariennes et du réductionnisme. Après, mais il y a des étapes à suivre, des étapes à faire avant. Donc, dans nous, moi, je considère comme quoi la liberté n'est jamais acquise pour toujours. On peut acquérir plus de liberté. Est-ce que la liberté totale et absolue avec les responsabilités, liberty, comme on dit en anglais, donc avec la partie responsabilité, et pas forcément faire ce qu'on veut, mais dans un cadre en ayant des responsabilités. Je pense qu'on n'atteindra jamais la liberté parfaite et absolue. Donc en fait, c'est un combat qui est permanent. Même si on va réduire l'État très fortement, il y aura toujours un mouvement qui va revenir. Donc on a bien vu les États-Unis. Au début, l'État était quasiment inexistant. L'État est très, très faible, l'État central, et petit à petit ça a augmenté, et maintenant ça se propage de plus en plus. Donc la liberté n'est jamais gagnée pour toujours. Par contre, on peut faire en sorte de créer des mesures qui permettent à la liberté de se protéger. D'accord. Et pour vous, du coup, dans l'ordre, si on essaye de se projeter un petit peu, et qu'on imagine un jour, ce que je souhaite, un parti libertarien au pouvoir, dans l'ordre, vous commenceriez par mettre quoi en place? Par exemple, en France, en prenant le cas de la France pour que ça parle à tout le monde, ce serait vraiment quoi les premières mesures immédiates à mettre en place? Il y a plusieurs volets là-dessus. Donc il y a bien sûr les volets économiques, parce que les gens, ils ont besoin, pour agir, ils ont besoin de leurs revenus. Donc, et déjà, c'est ce qui fait la différence entre la théorie et la pratique, c'est que économiquement, si les gens voient comme quoi ça leur apporte, et que c'est bien pour eux, bien sûr, ils vont mieux suivre et adopter les valeurs, et ne pas faire en sorte qu'aujourd'hui c'est un libertarien et demain c'est un communiste qui arrive. Donc il faut faire attention que ce qu'on fait dans une démarche, il faut être responsable des politiques qu'on mène. Donc la liberté économique, c'est super important, et la première chose à faire en France, c'est de faire en sorte qu'il y a moins d'États qui s'impliquent, qui taxent, qui dépensent, et donner plus le pouvoir aux gens d'utiliser leurs moyens, de gagner leur argent, et d'utiliser également comme ils veulent, comme ils le souhaitent. Après, il y a pour moi, les libertés qui sont essentielles pour défendre les autres libertés. C'est liberté d'expression, donc avoir la possibilité de dire tout ce qu'on veut, liberté de port d'armes, parce que la liberté, elle peut être défendue, et la liberté de se rassembler, s'associer, de se dissocier. C'est ce qui va garantir en fait que l'État ne va pas revenir par la suite et récupérer tout ce qui était pris. Et bien sûr, la solution, on va dire, l'objectif, c'est avoir les droits de sécession. D'accord. Mais après, c'est quelque chose pour moi qu'il ne faut pas mettre en place dès le début, parce que je sais qu'il y a des libertariens sécessionnistes. Parce que qu'est-ce qui va se passer si en France, demain, il y a un président libertarien qui débarque et qui dit « Maintenant, vous avez le droit de vous sécessionner ». En fait, ils vont dire, ok, libertarien, toi, t'aimes pas. Donc, les politiciens sur place, ils vont faire sécession pour créer leur propre territoire communiste et socialiste. Donc, en fait, ça n'apportera rien. Les gens, ils vont être toujours enfermés. L'objectif, c'est de déréguler un maximum, et ensuite décentraliser, et ensuite sécession. Ok, ça marche. T'as parlé du port d'armes, c'est un sujet qu'on entend quand même très rarement. Alors, on l'entend via les États-Unis, mais en France, c'est un sujet, je crois que j'en entends jamais. J'avais eu une discussion avec Mitch de l'ARPAC. Oui, l'ARPAC, oui. Est-ce que, donc, pour toi, ça fait vraiment partie des piliers fondamentaux? En quoi, pour que les gens se rendent bien compte, en quoi le port d'armes, c'est si important que ça, au final? Avec quoi vous allez vous défendre votre liberté, avec quoi vous allez défendre votre propriété privée si vous n'avez pas de droit au port d'armes. Et est-ce que ce qu'on va te répondre, c'est oui, mais ça va augmenter le taux de criminalité, tout le monde va se tirer dessus dans la rue, est-ce que c'est pas comme ça que ça va finir? C'est les idées qui sont reçues et qui sont propagées dans les médias. En général, pourquoi on n'entend pas de ces sujets-là? Il n'y a aucun autre parti politique en France qui défend le port d'armes. Pourquoi? Parce que ce sont des partis qui sont étatistes. Parce qu'évidemment, quand ils vont dire, il y a l'insécurité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de police. On va faire plus de pouvoir à l'État pour qu'il puisse mettre en place la sécurité. Et donc, on assiste à un théâtre sécuritaire
qui consiste à fouiller nos sacs quand on va dans un centre commercial, ou qui consiste à ne pas pouvoir rentrer dans l'école pour récupérer son gamin, bah en fait c'est théâtre de sécurité. Mais personne ne parle jamais que les gens, les premiers acteurs de leur sécurité, c'est les personnes elles-mêmes. Ouais. Si vous avez une arme chez vous, et si les gens, les criminels, ils savent comme quoi les gens ils sont armés, bah déjà ils vont hésiter, je pense, beaucoup plus à rentrer pour vous voler. Et ça, c'est les premières, donc les parties sécurité. Et également aussi, parce que les gens qui sont étatistes, ils n'ont pas envie que l'État soit renversé. Les étatistes, et ce qu'ils veulent, c'est que la population a peur des sociétés civiles et pas l'inverse. Alors qu'une société qui est armée, aux États-Unis, bah, justement, ce qui se passe bien, et aussi en Suisse, où ici ils ont droit au port d'armes, bah, en fait, ils ont une arme quasiment tous. Et pourtant, il y a personne qui s'entretue. Parce que les gens, ils sont éduqués, parce que, en fait, en général, la plupart des gens, ils sont pas des criminels. Les criminels, on ne les empêchera jamais d'avoir des armes. Ils ont des armes. Si vous voulez acheter une Kalachnikov, à côté de chez moi, vous pouvez, je suis sûr. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez acheter la drogue, vous pouvez acheter... Les criminels, ça les empêche pas. Ce qui ça empêche, les restrictions de port d'armes, c'est aux gens honnêtes, citoyens, si je peux dire ça comme ça, d'avoir moyen de se protéger. On a l'impression que l'interdiction du port d'armes est un peu à la défense qu'est le SMIC, à l'économie et au fait de pousser toutes les personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être payées en dessous du SMIC. Et ben là, c'est la même chose pour le port d'armes, en fait. Toutes les personnes qui sont pas assez, on va dire, criminelles et ont pas les couilles d'aller chercher des armes, en fait, ils sont exclus de pouvoir se défendre eux-mêmes. Et ce qui est marrant en plus, c'est que souvent ces gens-là vont te dire, tous les étatistes, que on n'a pas besoin de se protéger soi-même, que c'est complètement dérisoire. Pourquoi on voudrait faire ça? Il y a déjà la police, ce genre de choses. Et en même temps, c'est aussi les mêmes qui vont dire ACAB, nique la police et tout. Oui. Donc déjà, il y a tellement de dissonances cognitives différentes. Et à la fin, surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les services de défense privée, genre, il y en a partout. Genre, c'est omniprésent. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel centre commercial, c'est pas la police qui a, c'est du privé. Là, par exemple, même, il y avait une manif récemment avec le mouvement là, féministe un peu de droite. Genre, au final, ils avaient engagé des milices privées, quoi, pour se défendre. Et la police, à la fin, est arrivée, mais c'était juste pour leur dire, vas-y, arrêtez d'avancer, dégagez. Ils étaient pas là pour les protéger. Et ça, je trouve ça très étonnant. Les gens n'arrivent pas à tilter. Et c'est même pire que ça, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, le nouveau chef du FBI a embauché une équipe de sécurité privée pour se protéger, parce qu'il avait lui-même pas confiance dans la sécurité étatiste du FBI. Donc c'est qu'au final, c'est quand même fou de se dire que le mec au cœur de tout ça va même embaucher lui-même du privé. Et je pense que c'est la démonstration que ce que tu disais, c'est indispensable. Et en fait, on a beau l'interdire comme on veut, ça revient, en fait, c'est naturel. Ça revient. Et le but de la police, ce sont des forces de l'ordre. Donc, ils sont là pour garantir l'ordre à l'État. Ils sont pas, donc, leur premier objectif, c'est assurer la sécurité de l'État, pas le vôtre. Donc, en fait, et bien sûr, après, quand ça marche pas, la nomenclature, donc ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui représentent l'État, ils se retournent vers les solutions privées. Ça m'est arrivé dans mon expérience professionnelle, je travaillais pour la Banque de France. J'ai découvert ce monde merveilleux. Parce qu'en fait, eux, ils ont pas de retraite par répartition. Ils ont leur propre retraite privée. Et en fait, la Banque centrale, elle-même, il ne fait pas confiance à la retraite par répartition et considère que ce qui est mieux, c'est la retraite par capitalisation. Et c'est là qu'on se rend compte comme quoi la retraite par répartition, c'est pour vous. Les prolétaires. Les prolétaires, c'est ça, oui, pour les simples citoyens. Nous, ce qu'on va faire, c'est beaucoup mieux, ce qui marche mieux. Et il y a un onglet aussi qui est assez important, et c'est ce que tu disais au début, c'est législatif. Au niveau de la loi, qui au final, j'ai l'impression un petit peu la pierre angulaire en fait de tout, parce que c'est ça qui va ensuite avoir des implications sur l'économie, sur la sécurité, etc. Quelles sont les propositions les plus fortes d'un point de vue législatif? Est-ce qu'on prend le code du travail, on fait du feu avec? Qu'est-ce qu'on fait en gros? Ça serait idéal. Après, et je pense que c'est ça qu'il faut exiger.
C'est-à-dire que la politique, c'est l'art du possible. Et aussi, ce sera toujours quelque chose qui sera négocié par la suite, parce qu'à l'Assemblée, sauf si on a la majorité absolue, dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut. Et encore, il y a le Sénat, mais il faut toujours exiger plus pour obtenir quelque chose de consistant. Donc oui, effectivement, le code du travail, ça peut dire, ça dégage. Aucun problème là-dessus. Après, dans la vraie vie, comment ça va s'impliquer? Et en fait, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est que aller de manière beaucoup trop rapide, c'est contre-productif. La Russie des années 90, c'est ça que, l'expérience forcément, ça a un impact personnel. On a eu un mouvement de tout collectivisme au privé. Qu'est-ce que ça apportait? Ça apportait beaucoup de pauvreté, parce que le choc, c'était très brutal. Donc, ça fait une oligarchie. Et ça crée une oligarchie qui a finalement été arrivée au pouvoir, qui a recréé l'État encore plus fort que dans les années 90, effectivement. Mais il faut pas aller de manière trop brusque, parce que bien sûr, c'est comme si vous avez une personne qui est malade, qui est dans le coma. Donc la société civile en France, il est dans le coma. Si on le réveille et on lui dit lève-toi et fais un marathon, il va pas pouvoir le faire. Il faut aller de manière progressive parce que les muscles doivent se remettre à marcher. Et pareil, la société civile, en France, il y a très peu de solidarité en dehors de l'État. Pourquoi? Parce que pourquoi je donnerais à quelqu'un, à une association, alors que déjà l'État me prend plus de 50% de mes revenus pour répartition. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on supprime des aides et tout ce qui existe par répartition, et progressivement, on va avoir la solidarité civile qui va se créer. Mais si on fait de manière trop brutale, ça va créer évidemment plus de pauvreté, et les gens vont dire on a besoin de plus d'État. Donc il faut être réaliste en fait. Je n'ai pas de problème pour créer le code du travail, j'ai pas de problème pour abolir tout l'État tout de suite, mais dans la vraie vie, on peut pas le faire. Et par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, on a une expérience un petit peu dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu l'Argentine de Milei. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça va dans la bonne direction? Je crois que récemment, il y avait des manifestations que j'ai vues sur X. Alors, les gens qui disaient que la police tirait sur les civils parce qu'on voit des fusils à pompe, c'est juste des balles en caoutchouc de ce que j'ai compris. Ils sont pas en train de tuer les gens dans la rue. Mais donc, on voit qu'il y a quand même du grabuge. T'en penses quoi de ce qui se passe? Est-ce que pour toi, c'est la bonne direction? Et est-ce qu'on pourrait essayer de reproduire ça un jour? Je pense que c'est la bonne direction. Je pense que c'est un message d'espoir, comme quoi dans un pays socialiste, on peut avoir des idées libertariennes qui prennent la vie. Après, il faut savoir que l'État de l'Argentine, à un moment d'élection de Milei, c'est-à-dire qu'il y avait 200% d'inflation. Ça veut dire tout ce que vous avez, ça perd, c'est divisé par 3. Donc, dans cet état-là, les gens étaient prêts à tout. Donc, je pense pas que tous les Argentins sont libertariens, mais c'est là que les gens se sont dit, on a besoin de quelque chose de nouveau. Mon objectif, c'est que déjà qu'en France, ça arrive pas. Parce que c'est bien gentil de se dire comme quoi je veux le chaos et que je veux l'échec de l'État. Déjà, pas parce que l'État, parce que la société, l'économie est dans l'échec, que l'État n'est pas plus fort. Au contraire. En Corée du Nord, il y a des famines, les gens meurent de faim, et pourtant l'État, il n'a jamais été aussi fort. Donc, ce qui se passe en Argentine, c'est super bien, mais c'est une preuve comme quoi les idées libertariennes peuvent gagner, et c'est bien sûr, il n'est pas parfait. Tout humain n'est pas parfait, personne, partie les libertariens en France d'ailleurs, même si on arrive au pouvoir, on ne sera pas parfait. On fera forcément, on connaît la théorie, mais forcément on peut commettre des erreurs. Puis il n'y a pas forcément de solution parfaite en plus. Il n'y a pas de solution parfaite, exactement. Donc en fait, ça c'est un jeu des fois qu'on fait croire aux gens, c'est que soit vous voulez, là c'est la perfection, et là c'est quelque chose qui est imparfait. Et des fois, on se dit comme quoi la perfection ne sera jamais atteinte, du coup je fais rien. Non, il faut faire des choses. Donc Milei, il va se tromper forcément. On va pouvoir apprendre sur ses erreurs et pouvoir ne pas les reproduire. Mais ce qu'il fait déjà, c'est super bien. Il faut savoir que Milei, il est président, mais Argentine, contrairement à la France, c'est un État qui est quand même décentralisé. Il y a des régions, donc il peut pas tout faire. Il y a le Parlement, il a uniquement 15% de députés dans le Parlement. En France, Macron a 15% de députés aussi. Est-ce qu'il a la capacité de faire quoi que ce soit en France? Non, il peut rien faire. Alors qu'en Argentine, Milei arrive à faire quand même passer des réformes. Il a réussi à virer 20% des fonctionnaires. Il a réussi à arrêter... déjà, il a fait un budget qui était... à l'équilibre. Même positif. Positif, ce qui n'arrivait quasiment jamais en Argentine. Après, il y a des mains qui sont aussi liées.
Et c'est ce que nous ont... donc c'était Liliane Lemoine, son bras droit, qui nous faisait retour d'expérience. Il disait oui, on n'a pas abandonné nos propositions, on veut toujours poursuivre, juste qu'on n'est pas en capacité. Donc il y a une élection législative qui arrive là, cette année-là, et ils ne changent pas tout le Parlement, ils vont changer uniquement un tiers, non la moitié. Donc il y a des mandats qui sont remis en jeu. Déjà, s'il y a plus de députés, il y aura plus de capacité à faire des choses. Ok. Après, bien sûr, il n'est pas parfait. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que libertarien, ça ne veut pas dire qu'on est conservateur, même si beaucoup de libertariens sont connus et sont des conservateurs. Il y a aussi des libertariens qu'on peut appeler progressistes. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il n'impose pas aux autres. Ok. Et Millet, effectivement, c'est un libertarien qui est conservateur, et quand il dit des choses qu'il pense au niveau moral, mais c'est pas pour autant qu'il l'implique, qu'il le met en place au niveau de l'État. Ok. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu penses, tu espérais qu'on n'arrive pas dans l'état de l'Argentine pour pouvoir, pour que vous puissiez par exemple accéder au pouvoir et pouvoir relever le pays. Moi, j'ai la thèse inverse. Plus ça va, plus je me dis que c'est impossible de rattraper le truc en vol avant de toucher le fond. J'ai plutôt une thèse même accélérationniste. Ouais. J'ai déjà dit dans un podcast que je préférais même voter Jean-Luc Mélenchon pour qu'on tombe plus vite, parce que j'ai l'impression, et j'ai pas d'exemple, en tout cas de ma petite expérience, de trucs où on peut rattraper le truc en vol comme ça. Tu penses vraiment que c'est possible sans qu'on ait touché le fond? Parce que aujourd'hui, on est très pessimiste sur l'État. Je veux dire, c'est pas encore la guerre civile, les gens mangent encore à leur faim. Ça peut encore durer. C'est vrai que ça dépend qui, mais en majorité, ça va encore un petit peu du fait qu'on consomme toute la richesse qu'on a accumulée. Tu penses vraiment que c'est possible sans qu'on ait touché le fond et que qu'on soit vraiment dans une Argentine pré-Milei? Et en plus, pour ajouter à ça, j'ai l'impression que il y a un moment, il y a un point de non-retour où quand t'arrives à, je sais pas, déjà une grande partie de la population qui va être dépendant du système redistributif avec les retraites, que je sais pas, aujourd'hui le nombre de personnes qui travaillent pour l'État ou qui est raffilié d'une certaine manière, ça doit être presque 50%, c'est genre juste monstrueux. Donc est-ce que vraiment ces personnes-là vont aller taper sur la main qui les nourrit? Oui, là, c'est toutes les difficultés et ce que je disais, l'art du possible. Effectivement, je pense qu'en France, on a encore la capacité d'agir parce que déjà, on peut s'exprimer, on peut dire quasiment tout ce qu'on veut, plus ou moins, bien sûr, avec des restrictions qu'il y a, mais quand même, on a une capacité de faire des choses, on a une capacité d'aller aux élections. Si vous pensez comme quoi l'élection c'est facile, franchement, on y va la prochaine fois ensemble. Vous allez voir comme quoi ce n'est pas un monde des bisounours, c'est super compliqué, il y a plein de règles qui posent aucun problème à un grand parti, mais les petits partis c'est super compliqué. Mais je pense que c'est encore possible. Et de toute façon, Milei est arrivé en Argentine en tant que président, donc ça fait pas longtemps. Mais avant lui, il y avait déjà un mouvement libertarien qui existait. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune ambition personnelle. Je n'ai pas envie de devenir président. Si c'est quelqu'un d'autre qui est plus compétent que moi à la présidence du parti, je laisserai volontiers ma place. Si je pense comme quoi il peut gérer l'affaire mieux que moi et que les membres actifs également les pensent de la même manière. Donc j'ai aucune ambition personnelle à ce niveau-là. Par contre, il faut préparer dès maintenant quelque chose, un mouvement qui serait en capacité d'agir demain. Si on attend que ce soit trop tard, ça sera trop tard. Ça sert plus à rien déjà. Ce qui est le cas en Russie. Donc en fait, dès maintenant, il faut préparer pour pouvoir agir demain. Il faut pas se dire comme quoi le Parti libertarien va donner les libertés. Ce que je dis à chacun, oui, Parti libertarien, on n'est pas si nombreux que ça, on n'est pas subvention. Donc si vous voulez qu'il y ait un mouvement qui existe, que les libertariens deviennent une force, investissez-vous. Il n'y a aucun problème là-dessus, on n'est pas élitiste. Donc les portes sont ouvertes et les cotisations, c'est à partir d'1 euro, la cotisation est libre, chacun donne autant qu'il peut et tant qu'il veut, et après il s'implique, et c'est surtout ça qu'on a besoin, des gens qui sont impliqués. On n'a aucun politicien professionnel, on travaille tous à côté, donc il n'est pas trop tard pour agir maintenant. Ensuite, est-ce que forcément, si l'État va se casser la gueule complètement, et c'est le crash, donc c'est plutôt accélérationniste, je ne suis pas sûr. Parce que si la société, donc comme je disais, l'économie s'effondre, c'est pas pour autant que l'État va pas s'effondrer. Et le premier combat, c'est pas dans les urnes, le premier combat, c'est dans la mentalité. Et c'est pour ça que je disais, ce que vous faites, c'est génial, parce qu'en fait, l'État, la première sécession, c'est les sécessions contre l'État mental. C'est-à-dire que les gens doivent se dire, ok, l'État, c'est un problème.
que le fait qu'on prenne de l'argent par répartition pour donner à quelqu'un d'autre, c'est un problème. Parce qu'en vrai, on n'a pas besoin de l'État pour faire ça. Et l'État va forcément faire quelque chose qui sera moins bien. Moi, je me suis amusé à regarder les dépenses de l'État, parce que dans le Parti libertarien, on prépare une campagne de communication sur réduction du rôle de l'État dans l'économie. En fait, si on s'amuse à regarder, on regarde comme quoi ces 20% des budgets d'État, ce sont des salaires des fonctionnaires. 30%, c'est les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les bâtiments, etc. Donc en fait, l'État vous prend 100 euros, 50 euros, ça va juste pour les frais de fonctionnement de l'État. Il y a 30% qui arriveront jusqu'à donc par répartition. Et 20%, c'est les routes, justice, police, etc. Donc en fait, là-dedans, tout ce qui existe, l'État ne sert qu'à lui-même. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Et donc, ce que tu es en train de dire, juste pour que les gens comprennent bien, ça veut dire que là, l'État me prend 100 euros. Ouais. Il y a 50 euros qui disparaissent, voilà, qui vont dans l'État. Il y a 30% qui vont partir à quelqu'un d'autre, et il y a 20% qui me profiteront, entre guillemets, à moi, en admettant qu'ils aient construit une route qui me serve à quelque chose, qui soit bien construite et qui relie pas de villes qui n'existent pas. C'est ça. Donc, quand on te dit oui, mais au moins, en fait, c'est du salaire différé, t'en profites d'une autre façon, bah non, en fait. Bah non, c'est que aucune entreprise te propose un service où elle te prend la moitié de ce que t'as donné pour ensuite le donner à quelqu'un d'autre et peut-être t'en faire profiter sans te demander ton avis. C'est ça. Sachant qu'en fait, France, effectivement, on est déjà très proche de la faillite. Si vous prenez la partie système de santé, bah, ça fait déjà 2 ans que tous mes amis médecins ils disent, mais Vadim, tu sais pas, mais en fait, on n'a plus de système de santé. Il y a plus rien. Il y a pas de médecins. Il y a pas assez notre meilleur système de santé au monde. Bah, en fait, il y en a quasiment plus. C'est le crash quasiment. Si on regarde la partie, je rencontrais cette semaine un secouriste. Il est volontaire, donc il y a 200 000 secouristes volontaires. Donc vous appelez sapeur-pompier, et vous avez 80% des chances de tomber sur un volontaire qui va arriver venir vous voir, qui est volontaire, qui n'est payé pour rien. Ça veut dire que le gars, il s'implique la nuit, il vient, il se déplace, il va vous sauver. Mais tout ça, ça fonctionne par le volontariat. Ça s'appelle la solidarité. Il n'y a pas besoin d'État là-dedans. Donc là, c'est une preuve déjà comme quoi la société elle-même, les gens qui veulent aider, ça existe et ça existera toujours et ça fait partie de la nature humaine. Mais le fait comme quoi l'État, quand il y aura un crash absolu, c'est pas sûr que les gens vont se dire que le problème c'est l'État. Souvent, j'ai un ami militaire aussi qui disait, les gens qui disent que les violences ne résout rien n'ont pas tapé assez fort. Et j'ai l'impression qu'il y a cette mentalité-là chez les étatistes. Quand il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'État. Et quand on regarde les télévisions, bah, on peut s'arracher des cheveux, quand on a. C'est que, à chaque fois, ils disent, mais il y a tellement de problèmes, on a besoin de plus de ressources. Vous prenez déjà plus de 50% de l'argent, il y a toujours un problème. En fait, l'État, c'est comme un gros trou noir. Vous mettez l'argent là-dedans que vous voulez. Mais tant que les gens ne se réalisent pas ça, ben, en fait, on a beau faire un crash économique et social et avoir la guerre civile dans la rue, mais les gens vont pas abandonner l'idée comme quoi l'État, c'est quelque chose qui est bien. Juste que c'est un peu comme l'anneau du pouvoir. Si vous connaissez Si, très bien. Ben voilà, on peut pas l'utiliser pour le bien, il sera toujours utilisé pour le mal. Le seul moyen de résoudre le problème, c'est de le jeter dans le volcan, qu'il disparaisse. Et bien sûr, après, il faut le saisir, cet anneau-là, parce que sinon, si on dit, oh, oui, mais moi, je rentre pas dans les jeux étatistes, je participe pas aux élections, ben oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos bitcoins si demain on met dans une cellule?
Donc tu veux jouer le rôle de Frodon. C'est ça. Les libertariens, ce sont des hobbits. Ok, non, c'est intéressant parce qu'on se posait justement la question et c'était une des dernières. C'était est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de dissonance cognitive aussi au sein du Parti libertarien de, au final, pointer du doigt. C'est leur projet, c'est détruire l'État, mais au final, vouloir gagner des élections pour ensuite faire changer le système, mais d'une certaine manière, s'inclure dans le système qu'ils veulent détruire. Mais au final, comme tu l'expliques, c'est que c'est un anneau de pouvoir que on rejette et qu'on va essayer d'aller pouvoir détruire. Exactement. Les détruire. Okay. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup de stratégies. Hein. Il y a la partie fuite. Fuir l'État. Donc, il y en a qui vont déménager ailleurs. Donc, moi qui ai vécu une migration, je sais comme quoi c'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez fuir l'État. C'est un peu comme chat et souris. Vous pouvez fuir et aller dans un autre endroit qui est le chat et sera plus vieux, peut-être moins puissant et moins fort, mais il y aura toujours un chat. Et dans cet endroit-là, moi, je suis arrivé en France à 13 ans, donc je peux m'impliquer dans la vie politique. Dans cet état-là, vous allez être personne, vous allez être rien, vous allez avoir aucun impact, aucun moyen de lutter contre l'État. Ça sera beaucoup plus compliqué. Il y a la fuite des gens qui disent moi je vais passer entre les radars, donc je vais pas tout déclarer, je vais faire du cash, du bitcoin, mais ça existera tant que l'État n'a pas mis la main sur vous. Donc vous êtes suffisamment petit, vous allez passer inaperçu jusqu'à ce qu'on tombe par hasard sur vous, ou bien vous allez grossir, et là c'est fini pour vous. Créer une communauté également, pareil, tant qu'une communauté vous êtes 10, ça va. À partir du moment que ça devient plus important, là déjà ça va plus. Et sachant que dès que vous respectez pas les règles de jeu, l'État a la capacité de vous justement prendre et aller envoyer en prison. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Et en plus de ça, quand il peut faire ça, est-ce que l'État en profitera? Et on sait très bien que dans tous les mouvements politiques, l'Élysée nous surveille, hein, ce qu'ils nous ont dit récemment. Oui, c'est vrai, ouais. Dans tous les mouvements politiques, il y a forcément des gens des forces de l'ordre, qui s'impliquent dedans, des renseignements, pour savoir qu'est-ce qui se passe. À partir du moment que vous n'êtes pas légal, on va saisir quelqu'un et on va dire du coup tu vas collaborer avec nous, sinon tu vas en prison. Donc l'État, si vous jouez pas dans les règles de jeu qui sont truquées, il y aura plus de force de s'appuyer sur vous. Après, il y a la stratégie des sécessionnistes. Donc là-dessus, avec Stéphane, on n'est pas très d'accord. Justement, sécession, on a vu déjà plein d'exemples. Il y a Liberland, qui existe par intermittence quand les forces de police n'arrivent pas pour écraser tout avec des chars. Bon, ça ne prouve rien. Il y a d'autres comme Île de la Rose. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit rien. En Italie, il y a quelqu'un qui a dit moi, je vais construire une base sur ancienne truc de pétrole. Okay. Et il va construire une ville et il va dire offshore, c'est ça. Et au début, ça allait bien. Et après, il a dit, ça serait génial de faire un casino dedans et comme ça, il n'y a pas l'État qui se mêle. Et l'État a dit quoi? Il est venu, il a tout bombardé, il a tout rasé, et ça n'existe plus. Okay. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de stratégie. Soit on fuit en espérant comme quoi on va passer sous les radars, soit on affronte l'État. Et on est obligé de passer par les règles de jeu qui existent, parce qu'encore c'est jouable, parce que demain, quand en Russie maintenant, ce n'est plus faisable. En Russie maintenant, si tu es contre l'État, tu prends une grenade, tu le jettes contre le poste de police, ou contre un politicien. C'est uniquement, ça devient le terrorisme, c'est le seul moyen de lutter contre l'État. En France, on n'est pas obligé de faire ça. Et pour l'instant, et l'objectif justement, c'est de s'impliquer pour faire en sorte que demain, ça n'arrive pas. Tu connais le livre de Sovereign Individual, l'individu souverain? Je ne me rappelle plus de l'auteur. J'ai entendu parler, je crois, mais... C'est un livre qui est assez connu dans la communauté Bitcoin, parce qu'il avait un peu, à l'époque, je crois que c'est dans les années 70-80 qu'il a dû l'écrire, et il avait un peu prédit l'évolution du salariat, des forces un peu économiques qui allaient changer via l'arrivée d'Internet, de l'encryption, du chiffrement fort, de comment on allait pouvoir chiffrer nos transactions, nos échanges, et aussi pouvoir travailler en ligne. Ouais. Et lui disait, en fait, d'une certaine manière, on allait pouvoir changer un peu le rapport de force entre nous et l'État, et pouvoir, au fur et à mesure, créer une sorte de concurrence entre les États pour qu'elle attire les personnes, les digital nomades, ce genre de personnes qui aujourd'hui ont une capacité à créer de la valeur qui est monstrueuse,
quand on voit la plupart des grosses entreprises aujourd'hui qui pèsent, c'est des entreprises qui sont dans le digital, qui en fait n'ont pas besoin d'être à un endroit physique en particulier. Et donc tu penses pas qu'il y a aussi une façon, sans faire face à l'État, de réussir à via le fait de bouger, de mettre sa boîte aux lettres dans un endroit, je sais pas, un paradis fiscal ou autre, de d'un coup un peu changer les rapports de force? Je pense que c'est une voie qui est intéressante à l'échelle individuelle, mais qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire que les voies déchiffrement, c'est bien, mais vous avez entendu parler d'une loi qui est en train de passer pour dire comme quoi il faut que toutes les messageries prévoient un trou à backdoor pour pouvoir communiquer et transmettre les données à l'État. Durov était pris en prison exactement pour ça, parce qu'il voulait qu'il leur donne des informations sur les utilisateurs. Donc en fait, c'est toujours un jeu de chat et de souris. Donc il y en a la société civile qui invente les moyens de s'échapper à l'État, et l'État qui est toujours là, qui est de plus en plus fort, et qui cherche à contourner ces règles-là. Avec Bitcoin au début, par exemple, donc votre cœur de votre chaîne, au début c'était très libre et on pouvait miner, on pouvait échanger librement. Et maintenant, pour acheter du Bitcoin de manière anonyme, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce n'est qu'un début, parce que bien sûr l'État peut contrôler encore plus. Donc en fait, à chaque fois, on invente quelque chose de technologique, et l'État l'utilisera pour réprimer. L'intelligence artificielle, c'est super, on peut faire plein de trucs. Par contre, l'État va l'utiliser pour détecter automatiquement les visages des gens. Et ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Russie, c'est que, en fait, on vous détecte automatiquement avec les caméras qui vous êtes. Et vous présente ça bien en disant comme quoi à Moscou, vous pouvez passer devant des portiques, vous n'avez même pas besoin de présenter votre passe Navigo, parce qu'il vous reconnaît au niveau facial. Mais si demain on sortait avec une feuille blanche dans la rue, on saura qui vous êtes. J'ai eu ma première expérience de ça, moi c'était au Japon, je suis allé dans un parc d'attractions et justement t'arrives devant et t'as pas de ticket, t'as rien à valider, c'est juste au début t'as fait un scan de ta tête et t'arrives, boum, tu passes et il y a rien. C'est génial, c'est pas et c'est vrai qu'au début tu dis ouais c'est cool, et puis après tu te dis punaise en fait c'est bon, je suis à la base de données, ça se trouve nom, prénom, tout est relié et s'ils généralisent ça, c'est vrai que c'est assez flippant. C'est toujours une question, dans le parc d'attractions, si c'est un système qui est privé, ok, le parc d'attractions te connaît, j'ai envie de dire, ça va, c'est pas très grave. Peut-être qu'il te ciblera pour te donner la publicité sur Instagram. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Par contre, quand c'est l'État qui prend ces moyens technologiques, forcément, il utilisera d'une manière pour réprimer encore plus la société civile et s'assurer comme quoi son pouvoir restera toujours à lui. Oui, bien sûr. Et tu mentionnais Bitcoin avant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Comment le Parti libertarien, en l'occurrence, se positionne par rapport au sujet monétaire? Parce que ça, alors là, pour le coup, aucun parti politique n'en parle. C'est vraiment le sujet de la monnaie. Je crois pas qui que ce soit en ait parlé une seule fois. Comment vous vous positionnez? On garde l'euro, on repasse au franc, une libre concurrence des monnaies, on impose l'or. Comment ça se passe? Je pense que la première chose à faire, c'est sortir de l'État. Donc en fait, comme disait Emilé, Banque centrale, ça dégage. Bien sûr, c'est l'objectif. Après, déjà, si on commençait par réintroduire, et c'est ça qui est la beauté des libertarianismes, c'est qu'on n'est pas obligé de imposer aux gens des règles. On peut leur dire libre concurrence. Libre concurrence des monnaies. L'euro ne disparaît pas. Si vous voulez avoir utilisé l'euro, utilisez l'euro. Mais on donne la liberté d'utiliser n'importe quel moyen de la même manière qu'ils souhaitent. Donc l'or, Bitcoin, Monero, peu importe, c'est aux gens, entre moi acheteur et vous, vendeur, que je peux, on décide quel est les moyens d'échange qu'on va utiliser. Monnaie, c'est juste un moyen de transaction, de garder des actifs. Donc chacun décide comment il souhaite. D'accord, donc ça se traduirait par on arrête le cours forcé, on n'est plus obligé d'utiliser l'euro, et quand on signe un contrat, on stipule la devise par exemple dans laquelle on peut se payer, même si on veut se payer en patates, chacun se débrouille. Ce qui fait que, oui, du coup, en fait, chacun pourrait utiliser vraiment tout et n'importe quoi. Et je crois que Milei, c'est ce qu'il avait fait au début. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il n'a pas réussi encore. Mais ça fait partie des choses, des feuilles de route qu'il a. Mais bon, pour le mettre en place, c'est compliqué. Et donc, il est forcé de traiter avec les réalités, mais ça fait partie des choses qu'il a prévu de faire dans son mandat. Est-ce qu'il arrivera à faire ou pas? Je le souhaite. En tout cas, la démarche est là. Ok. Moi, je me faisais une petite réflexion tout à l'heure. C'est Thomas Sowell qui en parle pas mal, qui est du coup économiste, philosophe américain, conservateur, qui parle d'un truc qui dit que souvent les intellectuels et les politiques apportent souvent une solution monocausale à tous les problèmes des gens. C'est ça, ouais.
Et donc en France, on va avoir l'extrême droite qui va te dire c'est l'immigration, la gauche qui va dire c'est les riches. Est-ce que nous, on n'est pas dans cette caricature aussi à dire c'est l'État? Et en fait, il n'y a pas d'autre problème. Le seul problème, c'est l'État, et vous allez voir, ça va résoudre tous vos problèmes. Moi, j'ai l'impression que on est dans le vrai. Mais est-ce qu'au final, on s'inscrit pas dans la même chose, tu vois? En fait, il y a une différence entre solution étatique qui va imposer par la force de l'État cette solution-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au final, chacun est libre de faire comme il veut. On n'impose pas aux gens une manière d'agir. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez sain. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi ou pour toi. Il y a un proverbe russe qui dit comme ça, ce qui est le paradis pour un Russe est un enfer pour un Allemand. Ouais. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, moi, on peut pas savoir ce qui est bien pour quelqu'un, donc à chacun, à lui de choisir. Et l'État, en vrai, c'est un problème qui est majeur, mais sa disparition, il faut pas rêver, ça résoudra pas tous les problèmes sur Terre. Il y aura forcément des problèmes. L'humain n'est pas parfait. Tant que l'humain n'est pas parfait, l'humain ne sera jamais parfait, la société ne sera jamais parfaite. Mais en tout cas, les gens vont avoir le pouvoir d'agir et faire des choses en sorte que ça s'ajuste. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'applique au Parti libertarien. Parce que je sais que si moi je fais rien, mais qui est-ce d'autre qui va faire? Pourquoi est-ce que je compterais sur quelqu'un d'autre pour agir? Non, parce que première liberté, c'est dans la tête. Deuxième liberté, c'est dans l'action, c'est faire des choses directement. Et le fait d'agir contre l'État, ça consiste déjà quelque chose qu'on reprend la liberté. C'est la repossession. Repossession qui est justement une des plateformes du Parti libertarien. C'est pas une plateforme du Parti libertarien, mais une sorte de effectivement, blog de partage. Il y a des gens qui sont du Parti libertarien, donc Dame Villon, qui dans notre comité d'arbitrage et qui également travaillent sur repossession. Repossession qui a pour objectif de dire aux gens, en fait, vous n'avez pas besoin de politiciens. Donc, ils créent du contenu, ils font une bataille culturelle, ce qui est essentiel, ce que je disais depuis le début. Et pour rester un peu aussi sur le thème de Bitcoin, je trouve que c'est vraiment un axe aujourd'hui qui marche bien pour avoir une première porte d'entrée dans le libertarianisme. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu. En plus, on va dire, les libertariens ont une grande chance, c'est qu'une des personnes les plus connues dans l'écosystème et qui a écrit sur Bitcoin et qui permet aujourd'hui ce qu'on appelle orange piler beaucoup de monde, c'est Saif Dinamous, qui est lui vraiment tendance libertarianisme, légèrement minarchiste, et en fait via ses écrits, ses livres qui sont excellents pour comprendre Bitcoin. En fait, naturellement, souvent, on se retrouve à se poser des questions sur le libertarianisme, sans même qu'il pose une fois le mot libertarianisme. En fait, c'est juste des conclusions logiques, un peu d'économie, de ce qu'on pourrait appeler de praxéologie, ce qu'il a aussi écrit un livre là qui s'appelle Principle of Economics, qui est en cours de traduction par Consensus Network, notre partenaire du jour. Oui, on a un code promo si ça vous tente, c'est How to Bitcoin comme d'habitude. On mettra le lien en description pour que vous alliez récupérer les livres. Vous avez moins 10% sur tous les livres, notamment l'étalon Bitcoin et l'étalon Fiat de Saifedean. Exactement. C'était la coupure pub. Toute smooth. Très bonne intégration. Absolument pas prévu. Et donc, moi, par exemple, j'étais un petit peu, entre guillemets, déçu, tu vois, de devoir avoir des altercations avec Stéphane Gers, qui lui, vraiment, il disait pas, bon, allez, on peut enterrer un peu la hache et se dire, on est tous unis pour juste détruire l'État. Et je trouvais ça un petit peu bête que, pareil, au final, c'est un peu des socialistes, mais le parti pirate, qui avait un peu poussé aussi la question. Non. Au début, non. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont de plus en plus tendance à devenir socialistes. Donc, ce qui est dommage. Hein. Moi, je les aimais bien. J'ai voté plusieurs fois pour eux parce que je trouvais pas mieux dans le bulletin de vote. Mais c'est vrai qu'ils sont de plus en plus... Parce que nous, on est quand même assez convaincus. Au début, on était monocausal, mais plus avec la monnaie. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir aussi la casquette libertarienne, se dire bon, en fait c'est juste l'État. Mais on arrivait vraiment souvent à la conclusion, voilà, que déjà t'enlèves la monnaie, t'as fait 80-90% du parcours, parce que on va dire le plus grand pouvoir aujourd'hui de l'État, c'est de pouvoir battre monnaie et de pouvoir se financer sans même passer par l'impôt. Et je sais pas si t'as des réflexions là-dessus. Oui, ça fait partie des premières choses, des premiers piliers, on va dire. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'État peut exister? Bien sûr, il a besoin de ressources.
moyen de prendre l'argent, c'est d'un côté les impôts, donc bon, il y a aussi la dette, et également donc dette qui est une autre forme de prendre l'argent. Et la troisième voie, bien sûr, c'est gérer la monnaie, gérer sa propre monnaie. C'est pour ça que tous les États ils cherchent à gérer leur monnaie. Et c'est pour ça que les États-Unis, ils ont devenu virés socialistes. C'est avec la création de la banque centrale qui leur permettait justement d'avoir la capacité à agir au niveau fédéral. Donc oui, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Après, moi, je pense pas que on pourra défendre une liberté tant qu'on n'a pas pu acquérir quelque chose qui permet à nous-mêmes de défendre les autres libertés. C'est pour ça que je disais comme quoi la liberté d'expression, le port d'armes et la liberté de rassemblement, d'association ou dissociation, c'est absolument fondamental. Le fait d'avoir la monnaie, donc aujourd'hui, imaginons demain, le Parti libertarien arrive au pouvoir, on dit chacun est libre d'utiliser la monnaie qu'il veut. Donc là, l'État n'a plus le monopole sur la monnaie, on a sorti le monopole, mais demain, il y a quelqu'un d'autre qui va être élu, et il va revenir en arrière. Qu'est-ce qui l'empêchera ? On a déjà vu l'État qui a enfermé toutes les populations françaises chez eux pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui l'empêchera ? Rien. Par contre, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de restrictions dans les États, en tout cas, où il y a eu les ports d'armes. Il n'y a jamais eu de telles restrictions. De confinement ? Des confinements, oui. Ah oui, ils l'ont pas eu ? Il y en a des États aux États-Unis, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est décentralisé. Il y a des États qui ont pratiqué les confinements, mais des États qui n'ont pas pratiqué. Et ce qui leur permet de dire, est-ce que c'était efficace ou pas efficace ? Et on a vu comme quoi c'était pas efficace. Ok, j'étais même pas au courant. Je pensais qu'ils l'avaient établi à l'échelle nationale. Non, il n'y avait pas un truc qui est imposé au niveau national, justement parce qu'ils n'ont pas un État fédéral qui est aussi fort. Même s'ils sont devenus plus forts qu'il y a un siècle, mais ils n'ont quand même pas ces pouvoirs-là. Okay. Et moi, je voulais juste qu'on enterre un cliché que je subis au quotidien et que je pense que beaucoup de libertariens subissent et que les médias engrainent le truc, c'est les libertariens sont d'extrême droite. C'est insupportable d'entendre ça parce que déjà, personne n'est capable de définir ce que c'est l'extrême droite, alors que pour moi, l'extrême droite, c'est plus... Traditionnellement, c'est le fascisme, d'une certaine façon. Alors moi, on m'a même une fois dit qu'il y a des fascistes libertariens. Oui. Ça, Alors ça j'entends parler. des fascistes libertariens, sachant que le fascisme, c'est tout pour l'État, rien que pour l'État, et que les libertariens, c'est nique l'État. C'est quand même compliqué de réconcilier. Alors, je sais pas dans quel monde ils vivent, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quoi les libertariens ne peuvent pas être d'extrême droite ? Alors, je en sachant que l'inverse, hein. Ça veut dire, voilà. qu'est-ce qui veut dire droite et gauche en réalité? C'est ça qui pose problème, et c'est pour ça que moi, j'aime pas prendre position sur ces sujets-là. Est-ce qu'on est de droite, de gauche, du centre? J'ai envie de dire non. Justement, on n'est pas étatiste. Il vous manque une case, un axe pour pouvoir définir qu'est-ce qu'est la liberté sociétale et la liberté économique. Liberté économique, donc liberté sociétale. Nous, on est pour les deux libertés. On refuse de dissocier. On est libertarien. Les fascistes, les nazis, les communistes, ils vont dans l'axe tout en bas parce que en fait, ils sont contre la liberté économique, ils sont contre la liberté sociétale. Donc, ils vont tous en bas. Et après, vous avez les nuances avec les autres partis qui sont plus ou moins interventionnistes dans une ou l'autre liberté. Donc, après, il y a une autre manière de définir gauche-droite. C'est dire comme quoi ceux qui sont à gauche, ils sont pour État. Donc là, on met le fascisme dans le même panier que le communisme, qui ont causé des millions de morts tous les deux, et dire comme quoi plus de liberté, c'est droite. Dans ce cas-là, je veux dire, j'ai aucun problème de dire que je suis d'extrême droite. Très bien, aucun souci là-dessus. Mais qu'est-ce qui veut dire extrême droite, extrême gauche ? C'est le problème à chaque fois. Et justement, c'était une des choses que j'attendais quand on se présentait aux élections. Parce que quand on se présente aux élections, l'État nous case. Ah oui, c'est vrai. Case. Oui. Et moi, ce qui me faisait, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont nous mettre ? Ils nous ont mis dans divers. Ok. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Je pense qu'ils étaient sur le site et ils disaient. Bon, je comprends pas là, j'ai bug. Mais je pense que justement c'est la meilleure démonstration que tous les partis du coup sont étatistes. Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas te mélanger au Rassemblement National ou à LFI ou même au centre de toute façon. C'est ça. Et en fait, au final, ils ont fait le boulot à notre place, c'est-à-dire qu'ils ont admis qu'il n'y a que des partis étatistes dans les partis mainstream pour lesquels les gens votent en général. C'est ça.
Ok, c'est marrant. Bon, je m'attendais pas à grand-chose parce que c'est un bureaucrate encore qui regarde ça et qui met des cases, mais je me disais, mais où est-ce qu'ils vont nous mettre? Et c'est vrai que ce qu'on entend dans les médias, Milei, on le classe, souvent on le dit ultra-libéral, on le dit extrême droite, ultra-libéral, encore pire. On le dit rarement libertarien. C'est ça que je trouve qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai l'impression comme si les médias essayaient d'éviter de parler trop de libertarianisme. Pour pas que les gens fassent des recherches et comprennent ce que c'est, peut-être. C'est ça. Je sais pas si ça vient de l'incompétence, parce qu'ils connaissent pas les sujets, je pense que c'est aussi, ou est-ce que c'est volontaire. Et j'ai eu des échos dans le parti libertarien, des gens qui sont journalistes, et qui ont proposé des articles à leur rédaction sur le libertarianisme. Les rédactions ont dit, non, on veut pas ce type d'article. Ok. Donc je sais pertinemment qu'il y a des rédactions qui, leur politique, c'est justement ne pas en parler forcément. Après, c'est souvent, s'ils sont journalistes, c'est pour des médias. Qui dit médias dit subvention. Oui. Je suppose que le lien est assez vite fait. C'est que ils ont, même si c'est pas, ils ont pas de directive de l'État d'interdire ce sujet, c'est qu'en fait, en faisant ça, c'est le serpent qui se mord la queue et il coupe la main qui les nourrit. Exactement. Ça me paraît logique. C'est pour ça que les seules personnes qui parlent de libertarianisme, soit des indépendants comme nous qui vivent pas au crochet de l'État, soit des partis comme le vôtre qui ne vivent pas de subventions ou d'aide de l'État. Exactement. Donc, non, ça me paraît assez logique. Et après, moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est quand Milei, il a du coup dit comme quoi 0 subvention aux médias. Il a interdit toute la presse de l'État. Il a dit non, moi, ça dégage. Et du coup, en France, tous les journalistes qui étaient affolés, qui disaient mais non, c'est inacceptable, c'est la fin du monde, restriction de liberté d'expression. Bah non, justement, c'est la liberté d'expression. Et du coup, moi, j'ai souvent un argument qui me dit oui, s'il y a plus de subventions, s'il y a plus de médias d'État, il y aura plus de médias neutres. Bien sûr, mais il n'y a pas de média neutre. Et voilà, c'est la grosse surprise. Il n'y a aucun média qui est neutre. Chaque fois, un média a un parti pris. Peu importe. Moi, je n'ai aucun problème qu'un média ait un parti pris. Je sais que vous êtes parti pris. Moi, je suis parti pris. Si on va voir une autre chaîne YouTube et un parti pris, derrière chaque personne, il y a des idées derrière qu'on cherche à transmettre de manière volontaire ou involontaire. Aucun problème. À partir du moment que c'est affiché et c'est dit clairement, bah moi je suis donc en Russie ils ont créé un média libertarien. Ils disent média libertarien. Ils l'assument à 100%. Par contre, tous les autres médias étatistes, bien sûr, ils disent pas médias socialistes, médias social-démocrates, médias communistes. Ils disent comme quoi il y a sous le. C'est médias de la vérité. Oui, c'est ça. On est objectif. Ouais, voilà. Personne n'est jamais objectif. Ouais. À partir du moment que vous avez transmis l'information, vous n'êtes plus objectif. Forcément, il y a un biais. Oui, sinon, faut le faire avec une IA, mais même une IA, elle a un biais. Il y a une biais qui est énorme, parce qu'elle s'entraîne sur les résultats qu'elle trouve. Et du coup, forcément, ce qu'elle vous présente, ça sera biaisé en fonction des ressources qu'elle a trouvées. Oui, et c'est ça ce que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'en fait, dans leur réflexion, ils se disent, s'il n'y a plus de médias neutres, où est-ce qu'on va s'informer? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que justement, qu'il y ait des médias biaisés, c'est pas un problème. Il faut juste aller écouter, c'est la responsabilité de chacun d'aller piocher aux médias communistes, aux médias libertariens, et après, tu fais ton choix. S'il y en a un qui te parle plus que l'autre, j'ai envie de te dire, c'est ta responsabilité, on s'en fout. Et puis, encore une fois, on revient au principe d'un libre marché. Si des idées existent, il y aura un marché pour ces idées, il y aura un média qui se construira dessus. Il suffit qu'il y ait 20 personnes qui aiment l'idée communiste, il y aura un petit média qui va se créer dessus, qui va en parler, etc. Et c'est la même chose pour tout. Et c'est vrai qu'on a du mal à percevoir le problème, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, en fait, c'est inconcevable en France d'imaginer des médias non subventionnés qui juste répondraient à une demande organique de ce que les gens veulent entendre. Exactement ce qui se passe. Il y a nous quand même. Oui, bien sûr. Heureusement, YouTube le permet aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais vous êtes quand même payé par d'autres ressources, partenariats. Bon, YouTube Money, je pense pas que ça rapporte beaucoup, mais de manière générale, donc on est tous des sponsors. Après, on fait le choix aussi de collaborer avec quelqu'un ou pas, recevoir de l'argent de la part de quelqu'un ou pas. Donc chaque média il tient ses propos. Et il y a quelque chose qui n'est pas étatiste, qui s'appelle institut de réputation. C'est-à-dire que si demain vous dites des bêtises, donc Milei il en paye le prix justement en ce moment, parce qu'il a fait un post Twitter sur une monnaie, une crypto, un bullshit coin, enfin un shitcoin. Complètement, ouais. Et du coup, forcément, c'est un retour sur lui. Et ça s'appelle l'institut de la réputation. Et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un média, aujourd'hui, qui dit des bêtises, et il y en a un, on se rend compte qu'on peut dire des bêtises, mais demain, ils recevront des subventions, et il continuera à exister et continuer à dire des bêtises. C'est quoi aujourd'hui parce que vous avez quand même l'envie que
les choses changent. De réussir à faire diminuer la taille de l'État et tout, vous voulez pas juste parler pour parler. L'objectif, c'est d'y arriver. Est-ce que vous rentrez quand même dans des démarches, on va dire, marketing, d'essayer de faire changer les mentalités, comment vous procédez? Et est-ce que, par exemple, des sujets comme le Covid, tout les sujets en fait sur lesquels l'État met tout son, on va dire sa propagande pour justifier son intervention. Est-ce que c'est pas des sujets comme ça sur lesquels il faut aussi que vous travaillez? Je pense même pour moi un des plus gros, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, il y a aussi le réchauffement climatique. Ouais. C'est là où il explique que voilà, sans État, en fait, on est tous morts parce qu'il faut centraliser, il faut de la centralisation, il faut tous qu'on se mette d'accord. Alors, comment tu te positionnes là-dessus? Sur ces parties écologiques, parce que les pires pollueurs, ce sont des pays qui sont étatistes. Prenez le cas du URSS, les pires catastrophes écologiques, c'est là-bas. Prenez la Chine, pire catastrophe écologique. En fait, justement, quand les gens ils possèdent quelque chose, et ils ont les moyens de le défendre, bien sûr, ils défendent l'écologie. Donc ça, c'est les premières deux choses qui vont défendre. Lac d'Annecy, que vous connaissez sûrement, autour de ça, il y a des maisons qui sont habitables et qui vont faire tout pour que le lac reste aussi propre que maintenant. Donc il y a un centre d'intérêt qui se crée, ils vont les défendre. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? En fait, en France, c'est compliqué. En France, c'est super compliqué et on se rend pas compte. Moi, le premier, donc j'étais jamais dans la politique avant, je suis arrivé au Pays Libre en me disant je vais m'investir, je vais faire des choses. Et à chaque fois, donc les nouveaux qui arrivent, ils disent ça. Mais est-ce qu'on pourrait faire la publicité sur les réseaux? Bah non, t'as interdit. C'est ça. Okay. C'est interdit de faire de la... Bah oui, ouais. Maintenant tu me le dis, j'ai jamais vu de pub, ok, ouais. J'ai déjà essayé de faire de la publicité, même sur mon propre Insta, pour dire comme quoi on organise une conférence, directement bloqué. Parce que ça ne respecte pas les règles d'utilisation. Mais à côté de ça, tu peux quand même mettre des affiches partout dans les rues. Tu peux mettre des affiches partout où c'est autorisé. Ok. Donc les panneaux d'affichage, si vous voulez, d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on fait, vraiment des actions qui sont disponibles dans la vraie vie. Donc il y a des réseaux sociaux, donc faire des posts et du contenu. Et honnêtement, je suis fait partie des premières personnes qui critiquent le parti pour dire on n'en fait pas assez, on devrait faire plus. Mais toute une question des gens qui s'impliquent. Si vous pensez que le parti, comme moi, qui ne fait pas assez, venez. Venez faire avec nous, on va faire plus. On a besoin de gens qui s'impliquent en fonction sur la base des volontariats. Donc une fois que vous avez travaillé, vous êtes occupé de votre famille, et le temps qui vous reste, chacun, c'est ce qu'on a globalement des gens. C'est le temps qu'ils consacrent au parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc des réseaux sociaux, pouvoir faire des interviews. Donc merci beaucoup à vous. Ça fait partie des choses que nous on essaie de mettre en place. C'est notre plaisir. Donc pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Et moi personnellement, je n'ai aucun problème. Donc là, vous êtes libertarien, très bien. Si demain il y a une chaîne communiste qui veut m'inviter, je viendrai avec plaisir aussi. L'important, c'est de parler avec tout le monde. Parce que et ça, c'est un petit peu le problème des libertariens. Ils s'enferment souvent entre eux. Ils cherchent pas à discuter avec d'autres personnes. Il faut aller parler avec tout le monde. Et chacun n'a pas les mêmes arguments en plus, donc c'est super important de toucher un maximum de gens. La plupart des gens ne connaissent pas c'est quoi libertarien. Après, c'est tracté. Et tracté, on peut faire de plusieurs manières. Soit parce qu'il y a une élection, soit parce que donc l'élection, ça implique que les gens ils sont plus intéressés. Et tracté juste dans la rue pour pouvoir discuter avec des gens et créer des cellules locales. D'ailleurs, justement au Pays Libre, là, on crée des cellules locales. Donc, qu'est-ce que c'est une cellule locale? C'est une groupe d'action au niveau territorial, parce que pour l'instant, on agit beaucoup aux collaborations à distance. Donc, on a un Discord chez nous, et ça nous permet à nous tous, donc qui ne sont pas forcément au même endroit, de collaborer ensemble. Mais après, la réelle réaction, c'est sur le terrain. Donc là, on crée une cellule locale dans 91, dans l'Essonne, dans 92, à Paris et à Bordeaux. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent créer d'autres cellules locales, il n'y a aucun problème, c'est ouvert. Vous avez jamais pensé au meet-up? Les meet-up, oui, il y en a à Bordeaux justement qui était fait. Meet-up, d'ailleurs justement c'est parti, c'est discussion sur Bitcoin notamment. Donc, je pense que c'est le meet-up où j'allais aussi en fait. Ah oui, ok. Ouais. C'était avec Antoine Poinceau aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, on repostait, on faisait des communications aussi pour ces meet-up-là. C'est marrant parce que j'ai commencé là-dedans aussi. Ouais. Voilà. Je sais que j'étais à Bordeaux au tout début, j'allais au meet-up Bitcoin, en même temps il disait en fait je sais plus c'était 2 semaines sur 2 où c'était aussi le meet-up libertarianisme.
Exactement. Donc il y en a des gens qui sont impliqués dans l'organisation. Donc lui, il était pas directement au Pélib, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes du Parti libertarien qui venaient à cette meetup-là. Et d'ailleurs, maintenant, il n'y en a plus parce qu'il a déménagé. Donc là, ce sera notre cellule qui reprendra la main pour organiser ce type de meetup. Après, bien sûr, on n'a pas les mêmes aura. Quand on organise un meetup sur Bitcoin, on touchera forcément plus des gens qui sont ouverts sur la discussion. Quand on organise une rencontre sur le libertarianisme, déjà, il faut que les gens sachent c'est quoi. Sachent qu'est-ce que c'est. Parce que je dirais, c'est quoi le libertarianisme? Première question. Parce que souvent, soit ils savent pas ce que c'est, soit pour eux, c'est des nazis. Hein. C'est vraiment souvent... Non, pas forcément. Des fois, moi, autour de moi... Est-ce que vous êtes libertin, du coup? Ouais, bon, c'est est-ce vrai. que vous êtes libertaire? Est-ce que vous êtes... les gens connaissent pas. Moi, alors, c'est peut-être vraiment mon expérience, c'est que moi, autour de moi, il y en a, libertarien, c'est un gros mot. Hein. C'est communisme, nazisme, libertarianisme. Ouais. Alors que bon, on n'a pas grand-chose en commun avec ces deux trucs-là. Donc, je faisais cette remarque parce que moi, autour de moi, c'est plus ce cas-là. Oui, non, mais bien sûr. Ça, c'est les médias qui jouent beaucoup le jeu parce qu'avec Milei et Trump aussi. Trump avec Musk, les gens les confondent souvent et les mettent dans le même panier. J'ai discuté avec un journaliste, il disait oui, mais les libertariens, ils sont tous des conservateurs. C'est Musk, c'est Trump, ils sont libertariens. Je disais pourquoi vous dites ça? Et il dit parce que tout le monde le dit. Et tout le monde considère comme quoi ils sont libertariens. Il dit oui, mais il y a nous par exemple. Oui, mais vous n'êtes pas aussi connus. Bon oui, mais et c'est un journaliste. Il disait moi je comprends bien, mais moi je vais écrire mon article, je vais écrire autrement. Ouais, il change la définition des mots. Ouais. Une fois que tu le répètes assez souvent, tu peux changer dans le dictionnaire et dire voilà, libertarianisme, c'est Trump, toc toc. Et du coup, nous on n'a plus le mot en fait pour nous définir. Bien sûr, c'est un peu le glissement sémantique qui existe. Et après, c'est un nom de défendre. C'est-à-dire que quand le journaliste m'a dit mais oui, mais vous ne connaissez pas assez, à chaque fois dans ma tête, c'est il faut crier plus fort, faire plus d'actions. Effectivement, les actions qu'on a à faire, donc on est réduit un peu au tractage et affichage. Après, il y a aussi d'autres actions qui sont disponibles. C'est aller dans les médias. Les médias, et moi quand je dis médias, je parle pas uniquement des médias journaux et télévision. Télévision déjà c'est compliqué franchir les barrières. C'est les journaux, donc nous on fait des campagnes de communication, on cherche des journalistes. Pareil, si vous voulez vous impliquer là-dessus, si vous avez des contacts, vous êtes bienvenus. Alors, on écrit des articles, on les communique, on fait des communiqués de presse, on envoie aux journalistes. Donc on a eu quelques articles qui étaient publiés depuis un an, donc depuis que j'étais réélu président. Mais c'est toujours pas suffisant. C'est aux élections. Donc, si on va aux élections et on a 2 candidats, bien sûr, on a eu quelques articles, mais c'était très local. Si demain, on va à l'élection, on a 50, 100 candidats, déjà, ce serait beaucoup plus simple de percer les médias et avoir des articles au niveau national. Après, bien sûr, il faut le collaborer. Donc il y a les médias, on va dire traditionnels. Il y a aussi des médias comme créateurs de contenu sur YouTube, sur d'autres plateformes. Ça fait partie maintenant, c'est des vrais médias. Ouais. C'est-à-dire que quand on s'adresse il y a du contenu qui passe sur YouTube, des fois il est vu plus qu'un article de journal, et surtout de manière très ciblée. Donc ça qui est super intéressant. Et après, qu'est-ce que nous reste comme action? En vrai, il n'y a pas tant que ça. Donc faire des manifestations. On a fait une manifestation pour la liberté d'expression l'année dernière. C'était la première manifestation du Pélib. Parce que ça, c'est un truc qui est interne au Pélib, c'est que les gens se disent que j'ai des bonnes idées, je vais créer un parti et ça va bien marcher. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu les gens qui ont créé le parti, ils avaient ça en tête. Ils se sont dit, on va créer le parti, ça va être génial, il y a tout le monde qui va venir et ça va démarrer tout de suite. Et en plus, c'était 2017, donc l'élection de Macron, quand il a créé son mouvement. Donc je pense qu'il y avait cet espoir-là. Sauf que Macron, lui, était connu, alors que les gens qui l'ont créé, c'est des citoyens lambda. Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, il faut pousser, il faut des financements. Regardez les financements des partis politiques, mais ils ramassent de l'argent, mais c'est monstrueux. Hein. Regardez les subventions. Les patriotes, j'ai regardé leur compte des résultats qui tombaient, ils sont publics. Et qui tombaient, et ils ont touché, je crois, pas loin d'1 million de subventions. Le Rassemblement national, là, ils brassent de l'argent de manière très, c'est un gros truc. Hein. Dernière élection législative, je sais plus combien ils ont, mais ils sont très riches. Donc, ils ont les moyens. Donc, du coup, si vous avez des propositions, je suis toujours preneur. Ah oui. Et je dirais c'est là-dessus qu'on répond. Parce que, par exemple, prendre des cryptos, c'est super compliqué quand tu es un parti politique. Nous, on est justement en train de trouver une voie pour accepter des bitcoins. Mais après, nous, le KYC oblige, on est censé de savoir de qui vient l'adhésion.
Et on est limité sur montant d'adhésion et tout, même si on n'est pas enregistré officiellement en tant que parti politique, mais on est limité là-dessus. Et on peut prendre des cryptos, et on est en train de mettre en place ce moyen-là, mais c'est une action surtout politique, hein. C'est pas sûr pour gagner plus d'argent, c'est vraiment une action politique pour dire qu'on quoi, crypto c'est très bien. Mais il y a des actions qu'à chaque fois qu'ils nous arrivent, ils disent ouais, on peut faire ça, et tu là, non, on peut pas trop. Non, je pensais, il y a quand même nous, dans notre entourage, on commence à remarquer qu'il y a une sorte de petite traction. C'est peut-être avec Milley, Trump et tout, un peu le mouvement là de la tronçonneuse. Par exemple, nous, il y a autour de nous Victor Ferry. Je sais pas si tu vois, Oui. qui a au début une chaîne de rhétorique et puis il a lancé aussi une chaîne business. Au fur et à mesure, il commence à vraiment se placer presque libertarien. Vraiment pas loin. Et lui, au final, ça fait quand même un sacré microphone, tu vois, parce que il a quand même une sacrée communauté aussi. Je pense même, là, on entend, tu dois suivre aussi peut-être Sans Permission, tu vois ce... Ah, Sans Permission, je connais pas. C'est un groupe d'entrepreneurs... Oussama Hamar, Yumi Denzel et tout. Et en fait, Oussama Hamar, de plus en plus, aussi prend une casquette un peu libertarien. C'est ça, j'ai vu autre interview avec lui. J'étais surpris, je disais, ah bah tiens. Mais en fait, c'est en l'écoutant, on s'est dit, mais en fait, de plus en plus, il est carrément raccord avec nous. Donc on s'est dit, il faut qu'on échange avec lui. Et c'est vrai qu'on commence à sentir des gens qui, soit ils découvrent, parce que comme tu disais, c'est des idées quand même qui sont assez nouvelles, soit qui commencent vraiment à réagir et se dire, en fait, il faut qu'on en parle. Et je trouve ça assez intéressant. Et je sais pas s'il y a moyen de créer des synergies, des trucs ou... c'est ça. En fait, ce que moi, ma vision du parti libertarien, c'est pas juste un parti qui permet d'aller aux élections. C'est aussi un club, un petit peu comme un club. C'est une plateforme libertarienne. C'est-à-dire que vous avez le droit même n'est pas à vouloir s'impliquer dans la vie politique et participer aux élections, mais vous pouvez être parti libertarien. Et c'est ça qui va créer des synergies. Je sais pas si vous connaissez, avant, maintenant ça n'existait plus, il y a eu Radio Libertarien qui existait. Et pourquoi elle était créée? Parce qu'en fait, il y avait moi qui étais au Parti Libertarien, il y avait Adam Guillon qui était au Parti Libertarien, il y avait Elie qui était au Parti Libertarien, et on s'est dit, tiens, on va créer du contenu. Et donc, on s'est connus grâce au Parti Libertarien, et on a collaboré ensemble pour créer du contenu sur Twitch. Donc, ça fait partie de ces genres de choses qui sont possibles. C'est-à-dire que c'est possible de créer du contenu ensemble, c'est possible de rencontrer d'autres libertariens, et si vous voulez échanger des bitcoins, sans passer par une plateforme, peut-être que le Parti Libertarien, c'est un endroit qui est propice à ça, par exemple. Si vous créez un business, pareil, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont au Parti Libertarien. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on devient entrepreneur, on se rend compte tout de suite des choses qui vont pas. Et donc, ça pousse les gens à devenir plus libertariens. Vous avez pas suivi le mouvement des lanternes rouges, là? Je me rappelle plus comment s'appelle le mec qui est derrière. Mais il y a eu un entrepreneur, là, il me semble que c'est dans le sud, je sais plus les infos exactes, qui était passé aussi sur une chaîne qu'on connaissait, Le Bunker, qui aussi interviewe des gens qui font face au socialisme en France et qui essaient de s'en sortir, et ils montrent un petit peu les méthodes pour s'en sortir. Et ils ont fait venir ce mec qui, lui, avait fait le constat, en fait, que chaque entrepreneur était un peu devenu la pute, la pute de l'État, et que, en gros, créer une sorte de mouvement un peu comme les Gilets jaunes, mais cette fois, en mettant des lumières rouges chez soi pour reprendre... Ouais, devant son business, pour reprendre le code un petit peu des maisons closes, et dire voilà, nous, toute la journée, on tapine pour l'État, cet État, ce Mac obèse. Et je sais pas s'il y a moyen aussi de créer un peu ce genre oui, bien sûr, des mouvements qui au final sont percutants, et on s'en rappelle bien, et il y a même plus besoin d'écrire libertarien quoi que ce soit. C'est juste voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, on se fait complètement lessiver par l'État, par les fonctionnaires, autre terme inventé. Et bien sûr, les gens ils se rendent pas compte. Et là, première des choses on dit aux libertariens, vous défendez les riches. Alors qu'en fait, non, les libertariens défendent justement les gens qui travaillent, les gens qui créent de la richesse. C'est ça qu'ils défendent, les libertariens. Et en fait, on peut être aussi ma mère qui gagne le SMIC. Il paye pas un impôt sur revenu, par contre, il donne 20% de TVA. Sachant qu'il consomme quasiment tout ce qu'il a, parce qu'il gagne le SMIC, donne déjà directement 20% à l'État. Sachant que le SMIC, bien sûr, il y a des impositions derrière, donc il donne pas mal à l'État, alors qu'il est il est pauvre, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Et en réalité, les gens qui sont les plus riches, les gens qui sont plus proches de l'État, c'est eux qui ne paieront pas d'impôts.
Il n'y Ouais. aurait aucun problème. Et sur la tronçonneuse, effectivement, il y a une récupération aussi politique qui existe, ce qui n'est pas forcément mal, hein, j'ai aucun problème. Eric Ciotti qui disait Ouais. quoi il y a eu tronçonneuse. Sarah Knafo aussi qui en parle beaucoup. C'est ça, David Lesnar. Ouais. Ils disent comme quoi, donc ils récupèrent un petit peu le sujet politique, et tant mieux, hein, j'ai envie de Oui. dire. Plus on a des partis qui veulent lutter contre l'État, tant mieux. Après, les médias font partie du message, Mm. comme on dit. Donc Eric Ciotti qui a fait que de la politique depuis Ouais, qu'il c'est était ça. diplômé, j'ai du mal à le croire, parce que le mec il se nourrit de ça. Ouais. David Lesnar est plus sérieux, mais bon, il est aussi très proche des idées libertariennes, mais j'aurais aucun problème à faire des alliances avec lui, électorales, avec les P-Lib. Mais bien sûr, c'est pas lui qui je vais croire comme quoi c'est lui qui va détruire l'État, qui Oui, va c'est réduire ça. l'État de manière drastique. Il est toujours républicain, il est jamais parti. Ouais, Mais, c'est ça. moi personnellement, je vois pas comment je pourrais aller dans un parti républicain, par exemple. Mm. Même si, ok, peut-être c'est mieux que les filles, hein, mais quand même, ça reste très étatiste. Donc, je fais pas beaucoup d'espoir. Après, tant mieux si il y a des idées qui se diffusent. Mm. Les partis pirates, j'aime bien leur slogan, pirater nos idées. J'ai aucun problème que tous les partis deviennent plus libéraux, au moins, en France que socialistes. Moi, il y a une idée qui m'était assez chère et qu'on parle beaucoup dans les cercles libertariens. Beaucoup d'auteurs libertariens, t'as cité Rosbar et Hoppe, écrivent là-dessus, sur la démocratie. Les libertariens ne sont pas des grands fans de démocratie en général, surtout la démocratie, par exemple, française, avec la République dont tu parlais justement juste avant. Est-ce que le Parti libertarien a une ambition de toucher à la démocratie, justement ? Alors en France, c'est un gros mot parce qu'on dit tout le temps on défend la démocratie est en danger. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'ailleurs ? Ah, là, c'est une question qui est compliquée à répondre, il faut être très tactique, hein, parce que je sais que ça va être mal récupéré. C'est une question piège. Oui, c'est ça. Bien sûr, les libertariens n'ont pas d'allusion sur démocratie. On peut pas croire en démocratie comme quoi c'est la meilleure chose qui existe au monde. Il faut pas être libertarien pour ça. Si vous prenez Tocqueville, vous lisez Tocqueville, il n'est pas libertarien, il a écrit il y a combien de 200 ans, quelque chose comme ça. Il a vu ce qui se passait aux États-Unis maintenant, il l'a vu il y a 200 ans. Donc il a pu prédire tout ça et s'est dit bon bah ok, ça se dirigera vers ça. Les États-Unis, le Bill of Rights, c'est écrit de la manière pour dire que on met ok, démocratie c'est bien. Par contre, on fera en sorte que l'État ne sera jamais utilisé par la démocratie pour que les gens les plus pauvres saisissent l'État pour pouvoir voler aux plus riches. Donc jamais de restrictions à ce niveau-là. Bien sûr, après, ça diminue de plus en plus. Mais en tout cas, l'idée initiale, c'était ça. Donc démocratie, est-ce que c'est forcément mauvais ? Je pense que moi, personnellement, et je sais que les libertariens là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Et c'est ça qui est la beauté des libertariennes, c'est que moi, personnellement, je pense que démocratie, c'est très bien au niveau local. Ouais. Donc moi, je veux pouvoir toujours voter pour un maire. Il y a des libertariens qui vont dire, mais moi, je pense que c'est mieux avoir une monarchie. Donc une monarchie au niveau de la municipalité, qui les considère comme quoi c'est terre et tout, je n'ai aucun problème. Toi qui me la pose pas sa monarchie à moi. Donc libertarien, oui, effectivement, la démocratie, c'est pas forcément le mieux ce qui existe. Si, il faut pas être fasciste forcément pour le dire, qu'on est des anarchistes, ils auront la même critique de la démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est eux les premiers qui ont compris que la démocratie, c'est un piège qui permet justement de pouvoir faire voter mettre en place la dictature de la majorité. Ouais. Donc, et une dictature de fonctionnaires aussi. Une dictature des fonctionnaires. Du coup, pour la démocratie, qui est légitimisée, je trouve que c'est vraiment ce truc-là, c'est d'un coup tu rends légitime une sorte de dictateur, en fait, une sorte de dictature, comme tu dis, du prolétariat. Et parce qu'il y a un vote qui est reçu. Et la critique là-dessus, c'est très simple. Si on est 10, et on décide comme quoi il faut manger une personne à 9, démocratiquement, il y a un vote, donc on devrait pouvoir appliquer. Mais il y a quand même des choses fondamentales auxquelles on touche, sans qu'on ne devrait pas toucher. Donc, le minimalisme, c'est mal. Et aucune majorité aussi absolue qu'il puisse être ne peut pas décider comme quoi on devrait manger une personne. De la même manière, on ne devrait pas pouvoir choisir et dire comme quoi cette personne-là, on prendra son argent pour donner une autre. Ouais.
Donc, la démocratie, c'est très bien, je pense, mais tant qu'il reste limité au niveau local et au niveau de ce qu'on a défini dans notre contrat. Et là-dessus, je vais choquer plein de libertariens parce que je suis pas du tout dans la lignée, et c'est ça qui fait la beauté du libertarianisme. Je pense que la République, c'est libertarien. Qu'est-ce que veut dire la République? La République, ça veut dire tout simplement comme quoi c'est des gens qui sont mis ensemble et qui ont défini les règles et qui ont signé ce contrat-là. Donc c'est une société qui ne fonctionne pas sur une monarchie, mais qui fonctionne sur un contrat. Donc une république constitutionnelle, en gros. C'est ça. Donc pour moi, les libertariens, on peut être parfaitement républicain. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, moi, je m'en fiche, à titre personnel, bien sûr, chaque parti libertarien, on n'est pas tous d'accord là-dessus, chacun a sa propre manière de voir des choses. Moi, je m'en fiche d'où tu viens, de ton origine, ta religion. Ça m'est complètement égal à partir du moment où tu acceptes de respecter les règles. Et si tu es dans ma communauté, enfin mes amis, je n'ai plein de gens très différents autour de mes amis. Ce qui compte, c'est que justement, on arrive à s'entendre bien et qu'on a certaines règles de base qu'on respecte. Et pour moi, c'est ça la République. Après, bien sûr, si vous êtes contre les républiques ou les monarchies, aucun problème, vous faites de votre manière. C'est même ça qui est le paradoxe du libertarianisme, on peut être communiste et libertarien. Si vous pensez comme quoi tout mettre dans un même panier, tous les biens et toutes les ressources, il n'y a pas de propriété privée, vous créez votre propre municipalité, vous ménagez là-bas, vous définissez les règles que vous voulez, vous vivez comme vous le souhaitez, tant que vous ne cherchez pas à l'imposer aux autres. Ouais, j'avais fait un tweet récemment, ça avait fait encore des débats. J'avais dit que dans un monde libertarien, les communistes existent, mais dans un monde communiste, les libertariens ne peuvent pas exister. C'est-à-dire que nous, comme tu dis, si les libertariens, des communistes veulent faire leur truc, on s'en fiche. Du moment qu'ils ne nous l'imposent pas, le problème, c'est que le communisme, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il a une portée internationale. Nous, on s'en fout de faire un libertarianisme international. On veut juste qu'on nous laisse tranquille, dans notre ville. Bon, le mieux, c'est à l'échelle au moins d'un pays. Mais eux, il faut que ça s'étende tout le temps parce qu'ils veulent abolir la propriété privée de tout le monde. Alors que s'ils veulent le faire entre eux... Parce qu'ils veulent sauver les autres. C'est ça le problème. Oui, ils veulent éveiller les autres. Ils pensent comme quoi c'est le meilleur moyen. Le bonheur, c'est ça. Ouais. Les libertariens ne disent pas c'est quoi le bonheur. Ils disent comme quoi vous êtes libre de suivre votre bonheur tant que vous respectez le consentement et la propriété privée des autres. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir de ce niveau-là. Donc démocratie, moi je pense pas comme quoi on pourrait, la première chose à faire, et encore, et Mélenchon qui le fait très bien, je trouve que ça fait partie des propositions qui sont intéressantes. Je suis d'accord. C'est-à-dire, ok, on upgrade de la République. On fait avec le référendum qui veut. Après Mélenchon, je ferai pas confiance à lui pour faire un bon contrat. Ce serait pas l'avocat que je prendrais. Mais au moins, il y a cette idée-là de se dire comme quoi les choses ne vont pas. Il y a des choses qui sont structurelles. Et évidemment, si on veut faire en sorte que l'État ne devient pas plus en plus obèse, il faut changer, il faut lui briser les jambes à un niveau structurel. Il faut briser certains types d'institutions. Et ce qui peut rapprocher à Milei, c'est que jusqu'à ici, il n'était pas en mesure, n'était pas en capacité de faire des réformes institutionnelles. Après, bien sûr, ce que je disais au début, il y a des mains qui sont liées. Il n'est pas en capacité, il n'a pas en majorité parlementaire, donc peut-être on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'il faut envisager. Mais je pense, en tout cas, je vois très bien le scénario, si Milei a le pouvoir de justement changer quelque chose institutionnellement parlant, chez nous, ça va être encore pire. On va dire, regardez, c'est un fasciste, il est en train de détruire la démocratie, il va prendre les pleins pouvoirs pendant 20 ans, il est en train de tout détruire pour mettre à son avantage. Je sais très bien, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Bien sûr, oui. Après, c'est un rapport de force. En fait, ce qu'on a du mal pour comprendre certains libertariens, c'est que déjà, démocratie, c'est pas une dictature de la majorité, comme je viens de le dire tout à l'heure. Plus exactement, c'est une dictature des minorités. Pourquoi? C'est des minorités actives. Donc, à partir du moment que vous êtes actifs dans la démocratie, ça fait chier comme quoi vous êtes, les écologistes, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, quand ils sont actifs, quand ils mettent en place des actions qui sont visibles, ils arrivent à influencer plein d'autres médias, ils arrivent à influencer également des sociétés, ils arrivent à influencer plus de gens. On n'a pas besoin d'avoir 50% de libertariens en France pour devenir libertarien. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont actifs, même si c'est une minorité, on arrivera à faire passer nos idées, peu importe si on n'est pas majoritaire. Mais je suis pas trop sûr là-dessus. J'ai l'impression que les seules idées qui arrivent à passer, c'est les idées qui valident la conception de l'État tel qu'il est et le fait qu'on va lui donner de toujours plus de pouvoir. Par exemple, les idées écologistes, elles sont récupérées pour moi uniquement
dans l'idée de limiter nos libertés individuelles, faire de plus en plus un État qui va gérer toute notre vie. Mais là, dans notre cas, une idée d'un coup qui arrive, se dit ouais, en fait, on va plus de liberté, je sais pas, d'expression, genre de choses. En fait, elles sont juste balayées d'un revers de la main. On va expliquer qu'en fait non, c'est pour permettre la montée du nazisme en France. Oui, et bien sûr, mais il faut pas avoir d'illusions, parce que ça veut dire que on sait très bien qu'il y a des médias de droite qui vont critiquer le mouvement de droite, Sandrine Rousseau, etc. Mais eux, ils sont polémiques, et il faut que nous, on apprenne à être visibles par les médias. Ce qui a fait bien Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il est devenu un tel phénomène que les médias ne pouvaient plus s'en passer. Ouais. Donc, Éric Zemmour aussi avait fait pareil. Éric Zemmour a une autre stratégie, donc il est devenu connu avant de créer son parti. C'est vrai. Mais il faut devenir suffisamment important et suffisamment impactant pour pouvoir transmettre ses idées et devenir visible. Parce qu'il ne faut pas croire, l'État ne donnera pas un spot gratuitement. On ne gagnera pas ces combats si on fait rien. Et ce qu'ils font très bien d'un gauche, il faut s'en inspirer, c'est la guerre culturelle et aussi la guerre politique. Et ils sont actifs. Donc à gauche, il faut sortir une manif, ils viendront. À droite, combien de manifs de droite il y en a pas tant que ça. Ouais, mais c'est juste, et pour revenir un peu sur ce que tu disais, il y a aussi un truc, c'est que les idées de gauche, comme les idées écologistes ou quoi, ils ont un truc que nous, on n'a pas, c'est la vertu. C'est que nous, ce qu'on dit, en tout cas en apparence, hein, on sait que dans le fond ça l'est, on fait pas preuve de vertu, on veut pas sauver la veuve et l'orphelin, sauver la planète. En apparence... Au contraire. Oui, non, mais je sais que dans le fond c'est exactement l'objectif, mais en apparence, nous on n'est pas pour distribuer de l'argent aux gens, sauver les oiseaux, etc. Oui, on l'est via la solidarité, la vraie. Bah mais non, on est pour que les gens puissent gagner de l'argent. Oui, voilà. C'est ça qui va nous permettre. Mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que sur l'espace public, les gens n'entendent pas ça, et j'ai l'impression que les idées de gauche ont vraiment gagné. Ils ont le monopole de la vertu, en fait. En apparence, aujourd'hui, si tu veux apparaître vertueux, faut être de gauche. Si tu dis que t'es de droite, bah t'es égoïste, t'es individualiste. Alors que c'est la plus pas belle. que vous êtes de droite, vous êtes libertarien. Alors le libertarien, quand je le dis, c'est encore pire. Moi, je préfère dire que je suis de droite, sincèrement. Ouais. Alors que je connais aucune idée de droite de France, quasiment. Mais bon, c'est un autre sujet. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est à surpasser. Ça demande de l'éducation. C'est balèze. Hein. Mais pourquoi la gauche elle est forte là-dessus? Parce qu'ils savent communiquer les idées. Ils sont pour une justice sociale, ils disent. Justice ils disent pas cosmique. comme quoi ils veulent prendre l'argent des uns pour donner aux autres, sans consentement. Ils disent je suis pour la justice sociale. Ils font un bon package, et je pense que là-dessus, les libertariens doivent avancer, savoir mieux vendre nos idées. Parce que bien sûr, si tu arrives avec les courbes pour dire oui, regarde, ça c'est le marché, il y a une courbe qui descend ici, là on a perdu des gens. Donc il faut savoir parler avec des personnes de manière claire pour qu'ils comprennent concrètement c'est quoi. Et chaque personne a des accroches qui sont différentes. Il y a des gens qui sont les entrepreneurs sont plus sensibles à des régulations et aux impôts. Les personnes qui sont les plus pauvres, elles sont plus sensibles à pouvoir gagner de l'argent et justement qui se rendent compte que c'est pas l'État qui leur donne de l'argent, mais au contraire, il leur prive de la capacité à gagner de l'argent. Juste un cas, Macron, je suis pas fan de lui, hein, mais quand il a déréglementé partiellement les taxis, les licences de taxi, combien de gens, on va dire très populaires et très pauvres, à qui ça a permis d'avoir un moyen de gagner de l'argent via VTC. C'est absolument incroyable. Mais en fait, justement, l'État, quand il s'en va, il donne les capacités aux gens de gagner de l'argent. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est ça qu'il faut trouver la bonne approche. C'était pas forcément évident. Il faut comprendre le contexte où on est et un petit peu de bruit médiatique. Et c'est pour ça que je disais que c'est super important de devenir au plus libre pour s'impliquer. Il faut packager bien les idées, il faut bien les vendre, et ça va bien marcher. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On mettra le lien, je pense, du site internet du Parti libertarien ou du compte X aussi. Tu nous donneras les liens. Sur le site, il y a tout, les X, le Discord et tout le reste. Ok. Donc, inscrivez-vous, cotisez aussi au Pélib pour nous soutenir, parce que nous, sans cotisation, on n'existait plus. Et on organise des événements aussi, donc comme je disais, dans les sites locales. On organise des événements en ligne sur notre Discord aussi. Donc, vous êtes les bienvenus.
Ça marche. On va essayer aussi de les rejoindre, parce que nous, on n'a pas fait le boulot avant, au moins de rejoindre le Discord et de faire quelques trucs. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, un like. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, comme vous le faites souvent. On lit tout le monde, on répond à tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et après cette vidéo, on va vous mettre une vidéo avec Stéphane Gers. Parce que même si on l'a critiqué tout à l'heure, il a quand même de très bonnes idées, il dit des trucs très intelligents, et en plus il était exactement à cette place, donc le cadre ne va pas changer, vous cliquez et vous vous retrouvez dans le même espace, donc allez-y, à bientôt.